Bonjour à tous. La situation au Cameroun, situation des droits de l'homme, se dégrade à tel point que l'Ordre des avocats du Cameroun est monté au créneau pour dénoncer la violation récurrente des lois et traités internationaux ratifiés par le Cameroun et de nombreuses entraves à l'exercice de leur profession. Dans une résolution, l'Ordre des avocats du Cameroun fait le procès de la justice en dénonçant des actes de torture, la détention illégalement prolongée, la transformation illégale des gardes à vue judiciaires en garde à vue administrative, les violences physiques sur les avocats par des éléments des forces de l'ordre. Des avocats s'insurgent également contre les interpellations et détentions arbitraires de leurs confrères au sein de certaines unités de gendarmerie et de police. Au regard de ces multiples violations des droits de l'homme, le Conseil de l'ordre des avocats annonce la suspension du port de la robe et la non-fréquentation des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire du 16 au 20 septembre 2019. Qu'est-ce qui explique la détérioration de la situation des droits de l'homme au Cameroun? Quels sont les enjeux de ces cris d'alarme venant des avocats? Cette colère du barreau du Cameroun gronde au moment où l'opinion nationale et internationale doit assister à un procès inédit, celui de Maurice Kamto, Christian Pendae-Koka, Célestin Djamen, Michel Ndoki, l'artiste Valsero et d'autres co-accusés jugés au tribunal militaire. Selon le porte-parole de Maurice Kamto, la Cour d'appel du Centre a déclaré irrecevable la requête d'annulation de la décision du juge d'instruction près du tribunal militaire et il sera donc jugé inculpé déjà pour insurrection, incitation à la rébellion et hostilité contre la patrie. L'affaire Maurice Kamto suscite la consternation des organisations internationales. Selon la Nouvelle Expression, l'Institut du droit international de la haie et l'Académie internationale de droit comparé plaident en faveur de la libération de Maurice Kamto. Dans les colonnes de la presse internationale, le porte-parole de Maurice Kamto dénonce une instrumentalisation de la justice dans le cadre d'un procès qu'il juge politique, un an après l'élection présidentielle. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce bras de fer juridico-politique entre l'État du Cameroun et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, alors que le gouvernement brandit sans cesse l'existence d'un État de droit et l'indépendance de la justice au Cameroun? Il joue sa dernière carte pour sauver l'année scolaire 2019-2020 sur les braises ardentes de la crise anglophone. Dans le but de contrecarrer les velléités séparatistes, un renforcement du dispositif sécuritaire est annoncé et une campagne digitale pour la rentrée scolaire dans les régions anglophones a été lancée sur les réseaux sociaux. Pour le journal Cameroun Tribune, le gouvernement a donné toutes les assurances pour une reprise de l'école en toute sérénité sur l'ensemble du territoire national. Cependant, le messager estime que c'est la rentrée scolaire de toutes les incertitudes entre menaces terroristes à l'extrême nord du Cameroun, la crise anglophone dans le nord-ouest et du sud-ouest et la conjoncture économique qui étrangle les parents. Le retour à l'école est hypothétique selon le messager au regard de l'enlisement de la crise anglophone et son impact sur l'éducation. Des anciens chefs d'État africains ont appelé les acteurs de la crise anglophone à s'exprimer dans la perspective d'un premier symposium sur le Cameroun. Au siège des Nations Unies, c'est une ONG ayant un statut consultatif spécial qui plaide pour une médiation onusienne de la crise anglophone. Au-delà de la crise anglophone et la rentrée scolaire, comment garantir l'éducation des enfants dans les régions anglophones et faut-il une médiation africaine ou une médiation onusienne pour sortir de la crise anglophone? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois Maître Désiré Sikati. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver sur votre plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, Maître Emmanuel Principe. Bonjour, merci d'être avec nous une fois de plus. Merci Cédric et bonjour à vous millions de téléspectateurs. Vous êtes communicant pour le RDPC, membre de la sous-commission communication et marketing au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Sur ce plateau, avec nous, Maître Moustapha Ngwana. Bonjour, Maître. Bonjour Cédric,
Je suis heureux de me retrouver une fois de plus sur votre plateau de télévision après une longue absence. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je suis on ne peut plus aise d'être là et je salue également vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, membre du conseil juridique du SDF. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, l'un des éditorialistes à la Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse, Edmond Cambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les co-panélistes. J'adresse mes salutations amicales et fraternelles aux téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu, cette décision du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun réuni en session ordinaire le samedi 31 août 2019 pour évoquer des questions relatives à l'exercice de la profession d'avocat et les nombreuses entraves observées dans les palais de justice, unités de gendarmerie et de police. J'aimerais avoir comme première réaction celle de Maître Moustapha Ngouada. Maître Moustapha, vous avez parcouru cette résolution de l'Ordre des avocats du Cameroun qui évoque des réalités auxquelles vous-même en tant qu'avocat êtes confronté au quotidien. Quels sont les points saillants qui ont retenu votre attention et qui reflètent la réalité auxquelles vous êtes confronté? Je pense même que le communiqué n'a pas embrassé l'intégralité de la situation. La situation est encore plus grave. Je souscris à l'intégralité des points qui ont été indiqués dans le communiqué en question, que j'ai bel et bien lu. Vous savez, on mesure l'état des droits également à la qualité de la justice. Mais je doute fort que les Camerounais peuvent indiquer, qu'ils peuvent dire qu'ils sont rassurés par la qualité de la justice qui est rendue dans leur pays. On a le sentiment que la justice est de plus en plus politisée, que la justice est embrigadée, qu'il y a des forces extérieures au milieu judiciaire qui interviennent pour pouvoir travestir la qualité de la justice. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Je voudrais saluer particulièrement le bâtonnier et le conseil de l'ordre pour cette décision qui remet le barreau au centre du débat national. Parce qu'il est impensable que la société soit aussi en lambeaux que la société camerounaise, notre justice soit aussi décriée qu'elle est aujourd'hui et qu'on décide de se taire. On ne peut plus heureux que le bâtonnier ait fait cette sortie-là parce qu'elle retranscrit la réalité. Il est difficile de pouvoir exercer aujourd'hui le métier d'avocat au Cameroun. Je suis avocat. Je suis ici avec des personnes qui sont avocats il y a une quarantaine d'années. Je parle le président de M. Pensi. Mais si un étranger vous appelle, il vous demande ce qu'on appelle un certificat de coutume, c'est-à-dire que la position du droit de la justice camerounaise est une question de droit donné. Vous êtes incapable de pouvoir la donner avec certitude. Parce qu'à midi, on a une décision, à midi 30, on a une décision contraire. Et à 13h, on fait l'effort de rendre une décision qui n'a rien à voir avec les deux premiers qui ont été rendus. Et c'est bien malheureux pour notre justice. Parce qu'il faudrait que nous puissions avoir notre jurisprudence, que nous puissions sécuriser même nos investisseurs, que nous puissions donner envie aux gens de venir investir au Cameroun. Les gens viennent au Cameroun, il y a des investissements importants, mais ils se retrouvent en train d'aller parfois à la cloche de bois parce que la qualité de la justice. Parce qu'il suffit qu'un individu, parce qu'il aurait des appuis dans les milieux politiques, par exemple, décide par exemple de mettre à sac votre affaire et il y parvient, nonobstant l'existence des règles de droit. Voyez-vous, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, le Cameroun est dans le Conseil des Nations. Nous avons signé le pacte, nous sommes membres des Nations Unies. Nous avons conclu le pacte international sur les droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'article 14, par exemple, du pacte international sur les droits civils et politiques, nous pose les règles du procès équitable. Vous dites comment est-ce que le déroulé d'un procès, comment est-ce que les choses doivent être faites. Vous avez l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui revient sur les mêmes règles. Mais malheureusement, on se rend compte à l'évidence que les gens font l'effort de refuser d'appliquer les règles qui sont ouvertes. Je vais vous dire, je vous prends un autre exemple. Nous sommes pays signataires des actes uniformes de l'OADA. Mais le Cameroun est le seul pays qui a décidé, par exemple, d'évoluer pendant longtemps en marge, par exemple, en marge de l'OADA. Pourtant, l'OADA avait pour rôle de venir sécuriser l'environnement des affaires. La CCJ a dû venir au Cameroun faire une audience foraine pour dire aux juges camerounais, ce n'est pas comme cela. Malgré la décision en question, pendant une longue période, les juges camerounais ont continué à aller en porte-à-faux avec le traité international que nous avons conclu. Pourtant, je vous dis, l'article 10 du traité OADA que nous avons conclu dit
Vous nous dites par exemple que tous les textes de droit interne, antérieurs, postérieurs à l'acte uniforme, doivent respecter les actes uniformes pour s'exprimer de manière simplifiée. Mais nous avons pris ici en 2006 une loi sur l'organisation judiciaire qui était complètement en porte-à-faux avec les dispositions d'un traité que nous avons, qui fait partie de notre ordonnancement juridique, dont les problèmes sont on ne peut plus importants. Et parmi ces problèmes, il faut préciser que le Conseil de l'ordre a insisté en premier plan sur le libre accès des avocats à leurs clients dans les lieux de détention qui leur est refusé, difficulté d'accès au secrétariat d'État à la Défense, commissariat de police, brigade et gendarmerie. Maître Moustapha Gouadan, vous le vivez, ce problème d'accès aux clients dans certains lieux de détention au Cameroun? C'est un truisme, ce sont des évidences. Et parfois, vous êtes obligé de faire les yeux de mélange fruits aux officiers de police judiciaire pour que les choses se passent véritablement sans eux. Les avocats n'ont pas accès à leurs clients comme cela devrait être. Il ne devrait pas avoir de restrictions pour l'avocat d'avoir accès à son client. Mais tous les avocats qui sont ici là pourraient vous dire. J'ai suivi un jour une des plus anciennes d'entre nous, Alice Komki le dit, qui comparait un peu le régime actuel et le précédent. Elle disait qu'elle avait été dans le procès de Wandje. Elle expliquait que même le président a eu compte traité de tous les mots, laisser au moins les gens avoir accès à leurs clients. Vous voyez qu'elle, c'est quand même c'est une voie autorisée. Ça fait quand même près de 50 ans d'exercice professionnel. Lorsqu'elle le décrit, qui suis-je pour venir dire le contraire? Donc la situation est on ne peut plus grave. Et ceux qui s'attaquent aux avocats, demain, lorsqu'ils seront en difficulté, les premiers vers qui ils iront, ce seront les avocats. Il y a eu un gendarme ici là, qui était un haut gradé de la gendarmerie. Une semaine, ces éléments ont violenté un avocat sans que ça lui dise mot. Mais quelques semaines après, lorsqu'il a tiré sur un individu qui allait décéder, le premier chez qui il allait, c'était un avocat. Donc nous ne sommes pas les ennemis des gendarmes, nous ne sommes pas les ennemis des officiers police judiciaires. Nous travaillons tous à la manifestation de la vérité. Mais malheureusement, les pesanteurs externes, la corruption, la volonté absolument de trouver du gain dans chacun des dossiers qui leur sont soumis, amène les gendarmes à extrapoler, à ne pas faire le travail qui est le leur et à nous paralyser. Pourtant, si l'objectif est véritablement celui de la justice, je doute fort qu'un gendarme puisse avoir de la peine à laisser un avocat faire son travail. C'est parce que les gens ont d'autres intérêts que celui de la justice. Et c'est ça dont nous souffrons. Après vous, Maître Désiré Sikati, sur cette sortie du Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun, qui insiste sur l'obtention des aveux par la torture, dénonçant là une entrave importante aux droits de l'homme, aux droits des justiciables au Cameroun. Comment appréciez-vous cette dénonciation faite par le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun? Déjà, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du barreau du Cameroun, ces personnes ont certainement compris que le barreau du Cameroun, dans son histoire, a été souvent à l'avant-garde de la sauvegarde des libertés individuelles, de l'émancipation des droits politiques. Et en fait, le barreau du Cameroun, dans cette posture-là, ressemble un peu à ce qui se passe dans des barreaux de tradition commune, c'est-à-dire des barreaux où les questions de droits de l'homme sont les questions primordiales. Il ne faut pas oublier que le rôle du barreau, c'est de vérifier, de s'assurer que les droits de l'homme, d'abord les droits de l'homme, les investissements aussi, ça peut arriver, ça arrive certainement, mais l'essence première du barreau, c'est d'être le garant de la légalité. Et quand je lis la résolution du Conseil de l'ordre, dont on parle sur ce plateau, je pense qu'elle se situe exactement en droite ligne de cette obligation qui incombe au barreau, parce qu'il est quand même inquiétant de se rendre compte qu'aujourd'hui, la justice camerounaise est instrumentalisée par un certain nombre de personnes avides de pouvoir pour démanteler un parti d'opposition. Le communiqué ou bien la résolution du Conseil de l'ordre, pour moi, n'a pas une convenance politique à partir du moment où le barreau est apolitique. Mais moi, en tant qu'avocat qui suis investi depuis un certain nombre de temps dans la défense de nombreuses personnes interpellées de façon irrégulière, de façon anormale, de façon arbitraire, moi je constate que tout ce qui est décrié dans la résolution du Conseil de l'ordre correspond exactement à ce que nous, les avocats, qui avons épousé cette cause, qui est la défense des droits de l'homme, des droits politiques des gens, ça correspond à ce que nous défendons. Vous voyez, lorsque je vais en venir tout simplement au cas de tous nos compatriotes
ou bien certains de nos compatriotes qui sont actuellement en Bastille. Il est quand même anormal que dans un pays où il y a une loi, une organisation judiciaire qui voudrait qu'il y ait un tribunal militaire par région, avec des règles de compétences bien établies. C'est-à-dire que le tribunal, lorsque vous êtes poursuivi devant le tribunal militaire d'ailleurs, comme c'est le cas devant les autres juridictions pénales, que le tribunal qui doit vous juger soit le tribunal soit du lieu où vous vivez, soit du lieu où vous avez été arrêté, ou encore le lieu où vous êtes supposé avoir commis une infraction. Devant le tribunal militaire, on a bien vu que depuis l'enclenchement des procédures, tout se passait dans l'arbitraire et l'illégalité la plus abjecte. On arrête des gens à Bafang, à Yaoundé, à Douala. Ces personnes sont transférées à Yaoundé, devant le tribunal militaire de Yaoundé, alors qu'il y a des tribunaux militaires qui, en temps normal, devraient, sous réserve d'ailleurs des questions liées à la compétence matérielle du tribunal militaire. Donc, à côté de ça, mais comment pouvez-vous expliquer que des gens qui sont arrivés arrêtés dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, je parle par exemple de ceux qui sont arrêtés chez M. Zonga, pour le simple fait que ces personnes se retrouvaient chez M. Zonga au mauvais moment, c'est-à-dire lorsque les autorités de police sont venues pour interpeller, certes avec un mandat de perquisition, mais ont réussi la prouesse d'interpeller le professeur Kamto et ses alliés. Mais comment pouvez-vous expliquer le fait qu'un certain nombre de personnes qui étaient juste présentes, dont même la cuisinière de M. Zonga, ont été interpellées, transférées à Yaoundé, déférées devant le tribunal militaire, inculpées par le juge d'instruction du tribunal militaire, mais par la suite, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire que certains nombre de personnes ne seront pas poursuivies devant la juridiction du jugement, mais une ordonnance de renvoi pour d'autres personnes qui ont été arrêtées dans les mêmes circonstances. Vous voyez un peu? Donc je trouve qu'il y a un certain nombre d'arbitraires. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui? Vous avez des dénonciations, vous avez des images des gens qui, à la suite de la mutinerie qui s'est passée à la prison centrale de Yaoundé, à la prison de Koningui, ont été violentés par des unités, par des agents du secrétariat d'État à la Défense, ont comparu devant le tribunal dans des conditions inhumaines, parce que moi j'ai vu des gens comparaître pratiquement en caleçon, ce que j'avais jamais vu. Mais je dois avouer que malgré ma jeunesse apparente, j'ai quand même à peu près de 20 ans de barreau, et je pense que j'en ai quand même vu. J'ai jamais vu quelqu'un comparaître en caleçon. J'ai jamais vu quelqu'un comparaître avec un bras fracturé, est supposé être fracturé par les autorités policières qui étaient en charge de son enquête et que ça n'émeuve pas le juge. On a eu un cas pour vous dire que la justice aujourd'hui est totalement instrumentalisée, politisée. Regardez le président du tribunal de premier instant de Yaoundé Centre administratif qui a rendu la première décision de condamnation contre un certain nombre de personnes, dont certaines n'étaient pas forcément des militants de l'MRC. Eh bien, la loi a prévu que le maximum de la peine, c'est 6 mois. Il s'agit en fait des infractions cumulées. C'est-à-dire la loi prévoit que lorsque vous êtes poursuivi dans le cadre d'un concours d'infraction, c'est-à-dire vous avez deux infractions qui sont mises sur votre tête, la loi prévoit qu'on doit vous appliquer la peine qui est liée à l'infraction la plus grave. Et vous verrez très bien que ce magistrat qui a rendu le président du tribunal de premier instant Yaoundé Centre administratif, il a quand même condamné des gens à 12 mois, alors que la loi a prévu un maximum de 6 mois. Ça, c'est toujours des choses extraordinaires que le barreau d'Ardenne nous décrit. Mais le gouvernement, d'un côté, estime que la justice au Cameroun est indépendante et que les magistrats rendent la justice au nom de la conviction du peuple camerounais également. Mais il y a un fossé entre ce que dit le gouvernement et la réalité que nous vivons sur le terrain. Voilà, je vais donner encore un autre cas d'école pour que vous compreniez qu'on est vraiment dans le cadre d'une justice qui est séquestrée par les autorités politiques du régime de Yaoundé. Regardez le dossier de Mme Ndoki. Maître Ndoki, elle est en détention préventive à Kondengui en même temps que plusieurs autres militants du MRC. En même temps, il y a un procès qui concerne certains de ces militants qui est pendant devant le tribunal de Douala. La loi prévoit qu'en pareille circonstance, vous ne pouvez pas juger quelqu'un à Douala sans faire les diligences liées à son transfèrement de Yaoundé à Douala pour qu'il soit jugé, parce que le procès est contradictoire et qu'il va falloir respecter la droit de la défense. Mais est-ce que vous savez que le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo a réussi la prouesse extraordinaire de condamner Mme Doki et tous les autres à une peine d'emprisonnement ferme avec des mandats d'arrêt sans donner la possibilité à ces personnes d'être transféré. Sans vouloir couper mon confrère. Mais je dis il faudrait à ce qu'il dit. J'ai cité tout à l'heure l'article 14. L'article 14, alinéa 3D, met l'obligation sur l'État de s'assurer que les gens comparaissent. Du pacte international sur le droit civil et politique. C'est encore une autre gravité, une autre énormité. C'est ce que je voulais préciser pour dire on ne peut plus raison.
Alors justement, et juste pour finir, je dirais tout simplement que dans une justice sérieuse, lorsque vous avez des personnes qui sont poursuivies, qui donnent l'apparence d'avoir été violentées, parce que dans le cadre d'une enquête pénale, on n'a pas le droit de violenter un détenu, quelle que soit la raison pour laquelle il est poursuivi. Lorsque vous avez des cas de personnes qui présentent des signes de barbarie, de traitement dégradant et inhumain, le Cameroun a signé la Convention internationale sur la torture. Dans le code pénal, la torture fait partie des infractions qui sont répréhensibles. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que les autorités judiciaires, qui prétendent que la justice est indépendante, n'engagent pas ipso facto une enquête judiciaire contre les personnes qui sont suspectées de ces actes de torture. Et le Conseil de l'ordre, justement, a parlé dans sa résolution déplorant l'obtention des aveux par la torture. Maître Emmanuel Pensy, vous êtes un ancien membre du Conseil de l'ordre. Vous avez plus d'une quarantaine d'années au sein de ce barreau. Comment réagissez-vous à la suite de ces multiples entraves que viennent de mettre en lumière les membres du Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun? Je ne sais pas si je dois jouer à l'avocat du diable. Mais je voudrais dire que mes quarantaines d'années, vous comptez mes années au barreau de Paris. Parce que c'est ça que vous ne voyez pas. Au barreau du Cameroun, je n'ai pas encore 40 ans. Oui. Mais c'est en comptabilisant mes années au barreau de Paris que vous pouvez compter en disant, puisque j'ai eu mon diplôme... Vous êtes déjà avocat. Le 26 octobre 77. Je ne sais pas si Ngwana était déjà né. Toujours est-il que sur beaucoup de choses qui ont été dites, et surtout sur la résolution qui a été prise par le Conseil de l'ordre, nous-mêmes, quand nous étions au Conseil de l'ordre, nous avons pris de telles résolutions. Et ce n'est pas 4 jours. Nous avons fait en disant, même sur 2 semaines. On l'a fait plusieurs fois sur un certain nombre d'abus qui sont perpétrés par un certain nombre de, soit des gendarmes ou bien des magistrats. Mais je dois dire que ce n'est pas tous les magistrats et tous les gendarmes qu'on doit mettre sous la même enseigne. Je voudrais également dire ici que je ne souhaite pas et je ne pense pas que la résolution qui a été prise par le Conseil de l'ordre, à laquelle je souscris, à 99%, soit une résolution qui soit une résolution politique, comme voudrait le faire aussi bien, il faut le dire, le Maître Ngwana qui est du SDF ou bien le MRC par Maître Sikati. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir de résolution politique et vous avez voulu, oui, vous avez voulu l'associer avec vos procédures qui sont en cours et ce n'est pas de quoi on parle. Je voudrais vraiment, pour donner une portée très importante à la résolution du Conseil de l'ordre, qu'on enlève tout ça avec l'association, avec le MRC ou avec des problèmes politiques. Parce que les faits dont on parle sont des faits d'une extrême gravité. Des gardes à vue illimités. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Les avocats qui sont violentés lorsqu'ils vont défendre des justiciables à la gendarmerie, jamais devant les juges, mais à la gendarmerie ou à la police. C'est des cas qui existent. Les faits que certains présidents des juridictions s'accaparent de la totalité des dossiers. Vous voyez par exemple une région comme Douala qui a peut-être 5 millions d'habitants, une seule personne qui préside tous les dossiers, ça peut poser un problème, ou dans d'autres juridictions. Et ça entraîne des lenteurs judiciaires inextricables qui doivent entraîner, je dois dire, un amendement pour qu'il y ait, comme ailleurs, comme à Paris, des présidents de chambre. Président de la chambre sociale à la cour d'appel, président de chambre administrative, ça existe déjà, président de chambre commerciale, président de chambre civile, président de chambre criminelle, président de chambre correctionnelle. Ça permettrait également de dégager, de faire en sorte que les affaires aillent plus vite. Le garde des Sceaux, d'ailleurs, a fait une lettre en demandant aux magistrats de lui faire des propositions pour essayer de lutter contre les lenteurs judiciaires. Et c'est 3 semaines après cette sortie du garde des Sceaux que les avocats montent au créneau pour eux aussi, après les prisonniers, dénoncer un certain nombre d'entraves concernant l'exercice de leur profession. C'est pour ça que j'invite le ministre d'État, garde des Sceaux, à demander également aux avocats de pouvoir faire leurs propositions et qu'après on se rencontre pour pouvoir faire avancer des choses. Parce que ce n'est pas simplement les magistrats qui sont concernés, parce que certains magistrats sont mis en cause
par leurs attitudes au niveau d'un certain nombre de dossiers. Bon, tout à l'heure, Maître Sikati a parlé de ce magistrat à Yaoundé qui a, dans le cadre, je pense que c'était l'application de l'article 231 concernant les réunions et manifestations publiques, où la peine d'emprisonnement est de 6 mois, maximum de 15 jours à 6 mois, en disant que les personnes ont été condamnées à 12 mois. Ça arrive souvent que certains magistrats, plus par incompétence que par le fait que ce soit politique, puissent rendre des décisions au-delà de ce qui est permis par la loi, et il appartient aux brillants avocats qui sont de pouvoir interjeter appel, et la Cour d'appel va le corriger. Mais je voudrais il y a un dire aspect important qui inquiète quand même l'opinion publique nationale, c'est l'aveu, l'obtention des aveux par la torture. Ah bah moi je sais pas. C'est un problème qui se pose. Et le Conseil de l'ordre l'a mis en avant après des organisations internationales des droits de l'homme. Je vais vous dire une chose que vous ne connaissez peut-être pas. Dans la profession d'avocat, il y a plusieurs métiers. Moi, personnellement, je fais très peu de pénal. Je suis dans un domaine d'activité où je ne pourrais pas rencontrer le jeune avocat du MRC qui est toujours opposé à moi, s'appelle Neuvou, je ne sais pas qui il s'appelle. Il ne me verra pas dans les dossiers qu'on traite. De temps en temps, je peux trouver quelques brillants sujets comme Sikati ou bien comme Maître Ngwana dans des dossiers relativement importants. Donc, il y a plusieurs métiers dans la profession d'avocat. Et moi, je suis dans le domaine des affaires et je ne suis pas souvent confronté à ces difficultés-là. Mais je sais qu'elles existent pour des rares cas où je suis allé à la gendarmerie. Un jour même, je suis allé sortir un étranger qu'on avait convoqué un vendredi de force. Parce que j'avais évidemment également le téléphone du délégué général à la sûreté de l'époque. Et comme on me connaît, je l'ai sorti parce qu'il était... On vous convoque un vendredi, ça veut dire qu'on veut faire une garde à vue abusive. Ce Français-là, on lui avait fait signer des chèques pour donner de l'argent à sa copine prostituée, etc., beaucoup d'argent. Et pour les avocats qui n'ont pas le numéro de téléphone du délégué... Oui, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que ce que les avocats disent, et ils sont là, c'est des personnes qui ont prêté serment. Je ne suis pas certain qu'ils ont dit des bêtises. Ils ont dit beaucoup de choses qui sont beaucoup plus graves, qui existent. Le Conseil de l'ordre, surtout par le bâtonnier que je connais, qui est quelqu'un de pondéré et de modéré, pour pouvoir écrire cela, ça veut dire qu'il a constaté un certain nombre d'abus. Je suppose d'ailleurs que le bâtonnier a dû s'en enquérir auprès disons de la chancellerie, et que pour l'instant, ça n'a peut-être pas encore été fait. Je ne doute pas une seule seconde que ce coup de semonce auquel j'adhère à tout ce qui avait été dit. Je veux vous dire qu'il y a des difficultés, on a parlé encore, les multiplications des frais. Il y a des magistrats qui gagnent 5-6 millions par mois. C'est-à-dire, ils décident descente sur les lieux. 200 000. Vous faites 1 kilomètre, vous demandez 200 000. Pour payer les 200 000, la greffière vous donne un bout de papier. Ce n'est pas mentionné dans une décision judiciaire. Et la personne peut faire ça. Comme il a plusieurs dossiers, 40 fois le mois et avoir 4 millions. 8 millions. Mais oui, 8 millions dans des affaires. Je dis que souvent, c'est 100 000, 200 000 et on ne vous donne pas de reçu. Donc ça existe tous les jours. Donc il y a, et vous ne pouvez pas, ces frais que vous dépensez, les mettre dans les dépenses. Il y a même autre chose qui est plus grave. Moi, je l'ai vu. Dans l'affaire, par exemple, de Koto, il a été acquitté. Nous avons dépensé plus de 3 millions de francs. Des multiplications des dossiers, des frais annexes, etc. On refuse de nous rembourser ces frais. Alors qu'il a été acquitté, qu'il a passé 7 ans en prison. Donc, la loi dit que le greffier va vous dire que les dépens ne sont pas commis. On n'a pas dit qu'on doit condamner l'État aux dépens, machin, un truc comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une injustice criante, il y a des frais qui n'existent pas dans le dispositif législatif, mais que l'on inflige aux justiciables et que les avocats sont obligés de demander, sinon le dossier n'avance pas. Donc, ce que le bâtonnier a dit est quelque chose qui est extrêmement, qui est vrai dans la totalité des cas. Bon, maintenant, s'agissant du tribunal militaire, moi, je fais une réserve. Je voudrais dire à Sikati, je prends par exemple un exemple sur un des cas qui s'est passé à Lyon. Je pense que c'était hier. Si on trouve que cette personne-là qui a poignardé les gens, que c'est des faits de terrorisme, le tribunal de Paris, c'est-à-dire sur le terrorisme, c'est à Paris que l'affaire va se régler. Les faits de terrorisme sont, surtout par l'ampleur concernant un certain nombre de procédures, peuvent être recentrés par une seule juridiction
qui peut être le tribunal militaire de Yaoundé. Donc je ne voudrais pas, sur ces batailles-là, où ils ont eu à se battre, la Cour d'appel a rendu une décision malgré de brillantes interventions sur un certain nombre de dispositifs internationaux des conventions. J'aimerais lire les motivations de cette décision pour pouvoir me prononcer sur tout ça. Mais je voudrais dire que moi-même, je suis contre le fait que les civils comparaissent au niveau... Nous en parlerons dans cette émission. Excusez-moi, je vais terminer. Je suis contre le fait que les civils comparaissent au niveau du tribunal militaire. Mais au-delà de là, cette loi existe. Et Kamto était là, était parmi ceux qui, ces dispositions-là, en 2009, il était là, son cabinet Brown Trust a même travaillé et touché de l'argent pour modifier cette disposition-là. Donc, je voudrais donc dire que sur ce point-là, vous n'avez pas de leçon à donner lorsque... Non, je vous dis que c'est la réponse du berger à la bergère. Vous êtes là, vous fabriquez, vous êtes des lois, vous faites des modifications, et lorsqu'on vous les applique, vous êtes les premiers à protester. Nous parlerons de cette affaire dans cette émission. Restons sur la résolution du Conseil de l'ordre des avocats avec Maître Moustapha Ngwana. Lorsque le Conseil de l'ordre insiste sur l'obtention des aveux par la torture, la comparution nue des détenus aux audiences publiques, transformation illégale des gardes à vue judiciaires en gardes à vue administratives, comment expliquer la multiplication de ces dysfonctionnements? Pourtant, il existe un code pénal, il existe des dispositions juridiques et des textes qui visent à encadrer toutes les procédures au Cameroun. Voyez-vous, s'il faut parler du plan textuel, nous avons des textes que je voudrais qualifier de merveilleux. Malheureusement, les textes ne valent que par leur application. Ceux qui sont censés donner vie aux textes en question, malheureusement, sont des personnes qui sont intéressées. Elles sont intéressées parce qu'elles ont très souvent des objectifs de carrière qu'il faut assouvir. Parfois, au détour de conversation, vous allez entendre, vous ne rendez pas la justice pour les gens, vous devez vous occuper de votre carrière. Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent et c'est fort regrettable. Donc, il n'y a pas de volonté réelle de faire avancer les choses. Je l'ai dit sur une autre chaîne de télévision, il y a une espèce de planification du sous-développement, mais il y a également une planification de l'injustice. Il n'est pas intéressant pour un régime comme le nôtre d'avoir une justice qui est libre. Parce que si la justice est véritablement libre, elle va se retrouver en difficulté à tous les coups. Parce que les violations des droits de l'homme, comme vous dites, sont légion. On s'arrange à faire perdre aux gens leur dignité. Vous imaginez que les gens comparaissent nus? Vous imaginez que les gens comparaissent avec des bras fracturés dans un État qui se dit État de droit? Malheureusement, les magistrats qui sont attendus ne rendent pas la décision. Charles Péguy disait qu'un juge habitué est un juge mort pour la justice. Un juge habitué est un juge mort pour la justice. Malheureusement, nos juges sont habitués à l'injustice. Et pour leur grande majorité. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui sortent du lot. Mais si on avait la certitude qu'après avoir vécu une exaction commise par un officier de police judiciaire, fut-il gendarme ou policier, et qu'une procédure engagée contre lui devait avoir une suite, je puis vous rassurer que les gens allaient savoir se tenir. Vous vous imaginez que dans un État, celui qui est censé être le chien de garde de liberté, il a de la peine à pouvoir exercer son ministère auprès d'une gendarmerie? Vous imaginez la gravité de la situation? On s'est dit que vous avez votre avocat qui est censé venir vous protéger. Mais il arrive, il est plus en difficulté que vous. Il est censé protéger. Ça veut dire qu'en fait, on s'arrange à faire de l'avocat un faire-valoir. Et c'est une volonté, qui est affichée. Parce qu'il faut le dire, mon confrère Sikati a essayé de revenir sur l'histoire de notre barreau et de manière sibylline également, Maître Pensi l'a fait. Le barreau très souvent était à l'avant-garde des libertés, de la proclamation de la revendication des libertés au Cameroun. Et et je suis très heureux, le barreau ne doit pas être à faune. Il vaut mieux aller à la confrontation s'il le faut, pour que notre pays reste debout. Parce qu'en fait, les plus jeunes d'entre nous qui exercent le métier d'avocat, ils ont de plus en plus de difficultés à pouvoir l'exercer et même à pouvoir vivre du métier qui est le leur. Il y a des pesanteurs de tout type qui se dressent contre l'exercice du métier d'avocat. Donc quand vous dites, quand vous parlez de la dignité humaine, de la torture et tout le reste, c'est légion. Vous voyez des gens qui sont bastonnés à l'aide de machettes, du revers de la machette, qui sont enchaînés pour qu'on puisse parvenir à la manifestation, dit-on, de la vérité. Et à un moment donné, les gens se retrouvent en train de dire des choses qui ne sont pas réelles, parce qu'il faut absolument faire plaisir
Il faut absolument faire plaisir au l'officier de police judiciaire. Lui dit ce qu'il veut entendre. Vous imaginez un monsieur comme Mamadou Mota qui comparait avec un bras cassé. Il n'est pas militant du SDF, mais c'est un Camerounais. Et on ne peut pas l'accepter dans un État comme le nôtre. Lorsqu'on dit qu'on est un État de droit, ce n'est pas un slogan. Un État de droit, ça se mesure par des actes. Notre capacité à pouvoir rendre une justice saine aux populations camerounaises. Mais malheureusement, on se rend compte. Tout à l'heure, on a essayé de vouloir voiler cela sous le coup de l'incompétence en disant que non, s'il a dessus 6 mois au lieu de 12 mois, ça veut dire que parfois c'est une question d'incompétence. Je ne pense pas. Ce magistrat est compétent. Pour vous, le problème se situe à quel niveau? C'est un magistrat incompétent. Quand la justice camerounaise est, pas exagérer, avec l'analyse que vous venez de faire, confrontée à de tels dysfonctionnements, de tels abus, de telles injustices, le problème se situe à quel niveau selon vous? Il faut absolument que les incursions du politique dans le monde judiciaire soient stoppées de manière définitive. Même le Conseil supérieur de la magistrature doit absolument être réformé. C'est quoi cette histoire, ce Conseil supérieur de la magistrature qui dépend de la volonté d'un seul homme, fut-il le président de la République? La carrière des magistrats dépend de son... L'avancement de la carrière des magistrats dépend de son bon vouloir. Il n'y a pas de critères objectifs. Quand un magistrat peut être le plus cancre de sa promotion, rendre les pires décisions qui soient, mais il avance en grade au détriment de ceux qui travaillent véritablement. Il faut que des critères objectifs. Il ne faut pas exagérer. Je vous en prie, maître. Vous aurez contrôler le temps de parole. Je vous en prie, vous aurez votre temps de parole. Je suis en train de dire, il y a des magistrats qui malheureusement avancent sans véritablement mériter l'avancement qui est le leur. À côté d'eux, il y en a qui travaillent véritablement, qui rendent des décisions excellentes, mais qui malheureusement, parce qu'ils ne sont pas réseautés, comme on dit au Cameroun, ils ne sont pas réseautés, ils n'avancent pas. Et il y a également qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Les magistrats au Cameroun sont les plus mal payés, sont parmi les plus mal payés au monde. Je ne dis pas d'Afrique, parmi les plus mal payés au monde. Il faudrait également qu'on améliore la qualité, c'est-à-dire que la qualité de la rémunération des magistrats camerounais. Même le cadre de travail. Vous vous rendez compte qu'un magistrat qui est censé prendre une décision dans des conditions, dans la sérénité, il se retrouve à avoir 400 dossiers. 400 dossiers, un seul individu. À une audience, on ne dit pas que c'est l'ensemble de ce qu'il a. Et à une autre audience, il a le même nombre de dossiers. En matière pénale, en matière civile, en matière sociale et autres. Même le personnel, on doit renforcer le personnel judiciaire. Donc, il y a beaucoup de problèmes pour lesquels il faut qu'il y ait une thérapeutique véritable et volontaire qui soit trouvée pour que notre pays puisse avancer. Puisque tant que la justice sera inféodée, tant que la justice sera aux ordres, nous ne pourrons pas nous développer. Il faut que nous le disions en nous regardant droit dans les yeux. Le Conseil de l'ordre qui déplore la violation des droits de l'homme au Cameroun, Edmond Kambia, sur cette sortie du barreau du Cameroun, qui dénonce un certain nombre d'entraves, notamment l'obtention des aveux par la torture, détention illégalement prolongée, transformation illégale des gardes à vue judiciaires en garde à vue administrative. Pour vous, qu'est-ce qui explique la récurrence et l'ampleur de ces dysfonctionnements décriés par le barreau du Cameroun? Les dysfonctionnements qui ont été décriés, qui sont dénoncés, pas aujourd'hui seulement. La presse l'a dénoncé depuis plusieurs mois. C'est-à-dire depuis que des militants d'une formation politique de l'opposition sont interpellés, sont arrêtés, sont gardés à vue, sont gardés à vue dans des gardes à vue judiciaires qui sont transformés en gardes à vue administratifs. La presse l'a dénoncé régulièrement. Nous regrettons simplement que la sortie du barreau arrive avec un peu de retard. Elle serait arrivée un peu plus tôt, quelques mois plus tôt, 2-3 mois, un peu plus tôt. Peut-être que les choses auraient avancé dans le sens d'une pression en vue du respect des droits de l'homme et des droits et libertés au Cameroun. Parce que je le dis, parce que cette sortie est de bon augure, mais elle arrive un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Parce qu'en réalité, le barreau, c'est le rempart en matière de respect des droits et libertés dans un pays. Et nous avons connu des moments où le barreau au Cameroun a joué un rôle prépondérant pour l'avènement non seulement du respect des droits, mais des libertés et de la démocratie au Cameroun. J'en veux pour preuve. Quand on a connu le procès Yondo Black, parce qu'avec un groupe d'amis, de cadres et militants de certaines formations politiques, il a voulu mettre sur pied, créer un parti politique. Mais il a été arrêté avec d'autres personnes. Dès le mois de mars 90, on a vu le procès au tribunal militaire. Et on a vu un barreau debout. En mars 90, un barreau debout. Et qui a été accompagné par la presse dans le rendu des événements
de l'affaire Yondo Black et autres. Il y a eu un autre temps fort du barreau au Cameroun, l'affaire Monganja ou le Messager, en janvier 91. Le barreau était debout, mobilisé. Ils étaient nombreux, francophones comme anglophones. Et à l'époque, je crois que c'est le bâtonnier Bernard Mouna qui était à la tête du barreau, avec toute une équipe, un conseil de l'ordre fort. Et j'en faisais partie. Voilà, tout à fait. Donc, la société camerounaise, nous regrettons un peu, c'est-à-dire que le barreau n'ait pas maintenu le cap de ces années-là. Je suis heureux que le barreau actuel, à travers son conseil de l'ordre et son bâtonnier, essaye de se réveiller. Moi, j'appelle ça un réveil, mais il faut que ce réveil soit constant. Qu'ils n'attendent pas que des semaines ou des mois passent pour faire une autre sortie dans le cadre de respect des droits de l'homme. Et je voudrais situer le contexte dans lequel il le fait. Et c'est important de le souligner. C'est quelques jours, pratiquement après la déclaration qui a été faite par l'Institut du droit international. Un institut qui a rappelé un certain nombre de violations des droits de l'homme dans sa sortie, qui demandait notamment qu'il n'est pas normal, qui disait qu'il n'est pas normal que des personnes soient incarcérées et soient torturées, qui dénonçait un certain nombre de choses qui reviennent dans la sortie du barreau, du bâtonnier. Et il faut le dire, c'est de bon ton. Il y a une chose que je voudrais dire pour compléter ce que les autres panélistes ont dit, qui ressort de cette sortie du barreau. Comment est-ce que le Cameroun utilise ou applique les accords, conventions et traités qu'il a régulièrement signés et ratifiés? Ça a été dénoncé et c'est bien que cet aspect ressorte dans cette déclaration du barreau. Parce que les accords, traités et conventions régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure aux lois. C'est l'article 45 de la Constitution du Cameroun. Et ces traités-là sont au-dessus de la Constitution, il me semble, c'est l'article 2 du Code pénal. Et au Cameroun, pratiquement, non seulement on piétine les accords, conventions et traités, parce qu'ils ne sont pas appliqués du tout, mais on fait comme si les accords, traités et conventions ne faisaient pas partie du droit positif camerounais. Et il faut le rappeler. Je suis heureux que cet aspect ressorte dans la sortie du barreau. Parce qu'il est important qu'avant que ne se déroule le procès du 6 septembre prochain, que les magistrats sachent qu'il faut appliquer les accords, traités et conventions régulièrement signés et ratifiés par le Cameroun. Et je voudrais sur ce point indiquer, avant de chuter, qu'il y a une directive importante de la Commission africaine des droits de l'homme qui interdit que les civils soient jugés par des tribunaux militaires. Et des avocats qui continuent d'être victimes d'interpellations et de détentions arbitraires dans l'exercice de leur ministère. Maître Désiré Sikati, c'est une situation que vous vivez également en tant qu'avocat dans les unités de police et de gendarmerie, dans le cadre de la défense de vos clients et de vos camarades politiques. Mais bien entendu, et je ne pense pas que ce soit un autre avocat qui pourrait me démentir sur cet angle-là. Permettez-moi un peu de revenir sur les gardes à vue judiciaires parce que le Conseil de l'ordre, moi j'ai dit tantôt que le Conseil de l'ordre était, ou bien le barreau du Cameroun est apolitique. Ce qui veut dire que les résolutions du Conseil de l'ordre ne concernent pas un parti politique, ne vise pas à aider un parti politique. Mais je relève quand même qu'il y a un concours de circonstances qui voudrait que tout ce qui est dénoncé par cette résolution-là correspond exactement à ce que nous, en tant que politiciens, nous vivons sur le terrain. Parce que, voyez-vous, on a peut-être cet atout-là. En même temps qu'on est politicien, on est aussi avocat, ce qui fait qu'on est amené à défendre certains de nos camarades qui sont interpellés de façon arbitraire dans le cadre des manifestations publiques. Pour parler donc de la garde à vue administrative, lorsque le Conseil de l'ordre dénonce le fait que les gardes administratives soient prises en compte dans les procédures judiciaires, cela veut dire quoi? Au Cameroun, il y a deux types de garde à vue. La garde à vue administrative, c'est une mesure administrative qui vise à protéger l'ordre public, à préserver l'ordre public. Donc ce droit de garde à vue administrative est reconnu à certaines autorités administratives, en l'occurrence le gouverneur, le préfet. Mais jamais la loi ne permet qu'une mesure de garde à vue administrative soit par la suite utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais seulement, il s'avère que certains de nos camarades qui ont été interpellés lors des marches du 1er et du 8 juin ont été interpellés et mis en garde à vue administrative, notamment à Douala et à Yaoundé.
Pour ceux de droit-là, ils ont été mis en garde à vue administrative et mis sous mandat ou bien incarcérés à la prison de Newbel par une décision, un arrêté de garde à vue administrative du préfet du Vouré. Et figurez-vous que pendant qu'ils sont sous garde à vue administrative, ils ont fait l'objet d'une enquête judiciaire. Or, pour faire une enquête judiciaire, si l'officier de police estime que la personne qui fait l'objet de l'enquête doit être retenue au sein des locaux de la police ou de la gendarmerie, il faut prendre ce qu'on appelle une garde à vue judiciaire. C'est pas une garde à vue administrative. Donc, je pense que le barreau du Cameroun est une organisation crédible et assez sérieuse qui ne peut pas se risquer de prendre des résolutions sans faire ce qu'on appelle un véritable travail d'investigation. Donc, il y a l'investigation qui a été faite. Bon, à côté de ça, lorsque le Conseil de l'ordre dénonce le fait que des avocats se soient fait rabrouer ou bien aient fait face à des entraves manifestes à l'exercice professionnel, c'est parce qu'on a un nouveau code de procédure pénale qui est venu clarifier la relation qu'il devrait avoir entre les agents de police et de gendarmerie qui sont chargés de l'enquête judiciaire et les avocats. Le nouveau code de procédure pénale a dit que désormais, lorsque vous faites, dès l'instant où vous êtes entre les mains de la police ou de la gendarmerie, vous avez le droit de faire recours à votre avocat. Et une fois que l'avocat se présente auprès de l'unité qui est en charge de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire n'a pas le choix, autre choix que de vous laisser avoir accès à votre client. À côté de cela, il y a les droits de la personne suspectée sur le plan médical. La loi a prévu que cette personne-là a le droit de recevoir un médecin qui doit le consulter. C'est ce que la loi prévoit. Mais nous, ce que nous avons... C'est la réalité que vous non, mais c'est vivez pas en la tant réalité. qu'avocat. C'est pas la réalité parce que, primo, lorsque, pour les marches du 26 janvier 2019, lorsque nos camarades ont été transférés à Yaoundé, les avocats ont dû faire le pied de grue pendant au moins 4 jours pour avoir accès à eux. Dernièrement, lorsqu'il y a eu cette mutinerie, cette mutinerie de la prison de Konengi, et que certains des militants du MRC ont été interpellés et amenés hors de la prison dans des lieux inconnus, les avocats ont dû faire, je dirais pas faire le pied de grue, mais ils sont pliés en 4. Pratiquement suppliés à aller quémander l'information auprès des unités de police et de gendarmerie. C'est pas normal. Aujourd'hui, il est avéré que toutes les personnes qui ont été violentées au CED, elles étaient en l'absence de leur avocat qui était à l'extérieur et sollicitait de les assister. Donc, je pense qu'on est là. Vous avez posé tout à l'heure une question sur est-ce que la justice est indépendante. La vraie réponse est que on est dans une phase d'embrigadement de la justice par le régime qui nous gouverne. Pour quelle fin? Mais à des fins purement politiques. Parce qu'on sait qu'une justice indépendante donne aux citoyens les garanties d'exercice de leurs libertés publiques. C'est ça la justice indépendante. Donc, malheureusement, mon confrère, il a dit tout à l'heure, on est dans un système où beaucoup de magistrats, c'est vrai, qu'on ne peut toujours pas leur reprocher de ne pas être capable d'avoir ce courage et ce cran pour se mettre un peu au-dessus de cette mêlée de l'interventionnisme politique. Mais en même temps, il faut être capable de dire, quand vous avez prêté serment, vous avez le devoir de faire ce que la loi demande de faire. Vous ne pouvez pas être magistrat, prêter serment et mettre votre carrière au-dessus des libertés des gens. Parce qu'il y en a plusieurs. Lorsque vous voyez un magistrat qui se permet de condamner des gens à 12 mois, alors que la loi a prévu un maximum de 6 mois, mais c'est pas l'incompétence, maître Bensi. Je suis désolé. C'est tout simplement qu'il y a certains, dans le corps de la justice, un certain nombre de magistrats carriéristes qui ont décidé de plaire à l'autorité politique qui a cette faculté de nomination. Il y a des gens qui préfèrent leur pouvoir, leur autorité de haut magistrat au détriment des libertés des gens. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Même, je veux même aller, c'est pas seulement les magistrats. Vous avez aussi des avocats qui trouvent que nous, qui dénonçons ça, nous sommes des idiots. Nous, les avocats qui dénonçons ce genre de pratique, nous sommes des idiots. Que le bon avocat, c'est celui qui doit se mettre dans la situation de conformisme. De connivence. La connivence pour tirer profit ou bien des avantages du régime. D'ailleurs, vous avez souvent certains de ces avocats qui passent sur des médias et franchement, lorsque vous les écoutez, vous êtes totalement ahuris. Donc, je dis, on est dans un système... Je ne reçois pas. Non, j'ai pas dit. Non, vous ne pas concerner. Non, Maître Pensi. Non, Maître Pensi. 0 francs en 42 ans de métier. Mais je peux vous assurer. Non, je peux vous assurer. Non, s'il vous plaît, je peux vous assurer que je ne pense pas ça de vous. Je ne sais pas. Parce que vous. Non, je pense pas ça de vous, mais on a quand même certains avocats qui sont assez extraordinaires dans leurs interventions. Nous pensons que si nous voulons situer le barreau comme une institution qui se met à l'avant-garde des défenses
défense des libertés, il faut que nous aussi, les avocats, qui avons prêté serment, qui sont membres de cette haute corporation-là, nous soyons capables de suivre cette dynamique-là. Justement, Voilà, dans cette dynamique, Maître Emmanuel Pincy, des gardes à vue administratives transformées en gardes à vue judiciaires, est-ce que cela est prévu dans le code pénal? Comment expliquer que ce genre de pratique s'est multiplié ces derniers mois au Cameroun? Bon, peut-être ça peut s'expliquer dans le cadre des affaires de terrorisme. S'il y a des affaires de terrorisme, qu'il y a une garde à vue administrative, la garde administrative peut avoir une certaine durée. Il se pourrait que par la suite, on se rende compte que l'affaire doit aller au niveau des juridictions. Et à ce moment-là, moi je ne connais pas ce dossier puisque je n'ai pas assisté à ce type d'affaires. Je voudrais dire que venir devant la télé et se mettre à attaquer les magistrats, moi ça ne me semble pas être correct. Vraiment, je m'insurge contre tous ceux qui pensent que lorsqu'on est à la télé, on doit taper sur les magistrats. Déjà, les relations avec les magistrats et les avocats sont déjà difficiles. On ne doit pas les compliquer. Moi, quand j'ai un problème contre un magistrat, quel qu'il soit, j'écris contre lui. Qu'il soit président de la cour d'appel, qu'il soit procureur de la République, j'écris à l'autorité supérieure. C'est comme ça que l'avocat doit agir. Il ne faut pas venir à la télé dénoncer, ça sert à rien. On dénonce partout. Non. Vous n'avez pas. Lorsque ces personnes-là... La décision est rendue de façon publique. C'est une décision publique. Le peuple camerounais a le droit de savoir comment sa justice est gérée. Je suis désolé. Je peux parler. Pourquoi vous voulez regarder la vérité? Lorsque vous dites... Mais c'est vrai, c'est pas faux. J'ai dit certains. Certains magistrats. Lorsque vous dites que vos clients, vous n'arrivez pas à les trouver et que vous vous mettez à supplier. Mais c'est vrai. Je dis non, l'avocat, c'est pas de supplier. Il faut engager des procédures. Vous avez engagé des procédures contre toutes ces personnes-là qui ont fait des arrestations arbitraires. Lorsque l'arrestation arbitraire, dans un certain nombre de cas, vous avez la procédure d'habeas corpus. S'ils sont arrêtés, là c'est autre chose. Mais lorsqu'on commet des crimes, on brûle un commissariat, une prison, et qu'il y ait un certain nombre d'échauffourées à l'intérieur. On a le droit de tabasser ceux qui sont suspectés. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous savez que je suis un défenseur des libertés et que je suis d'abord avocat. Mais il faut quand même dire que le comportement de certains, lorsque les gars violentent également les militaires et les gendarmes, ceux-ci ne vont pas rester les bras croisés. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est ce que je voulais dire. Je dis, la garde administrative doit être supprimée. Ça, il faut le dire, ça vient de l'époque d'Aïdjo. Ces affaires-là où on parlait de subversion, on vous arrête, comme de temps en temps, ces deux qui sont en face de moi sont très subversifs. À l'époque d'Aïdjo, on vient en bas là, le commissaire les arrête, on les envoie à Mantoum. Heureusement que le président Biya est arrivé et que tout le monde est libre de dire beaucoup de choses de n'importe quoi à la télé. Moi, ce que je voudrais dire, je suis contre les gardes administratives. Il faudrait qu'on change. Ce pays a évolué. Donc il faut que ça s'arrête. Lorsque, et c'est la justice de faire son travail, il existe des gardes à vue qui sont prévus par la loi. Si c'est une infraction délictuelle, nous avons les délais. Si c'est une infraction criminelle, il y a des délais. Donc, il y a des modifications à faire au niveau... Non, il faut amender, je dis, tout ce dispositif d'ordre législatif. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. En tant qu'avocat, et je comprends très bien les difficultés dont parlent mes confrères en face, sur la défense des citoyens, surtout dans les affaires où il y a de politique à l'intérieur, même s'il y a des infractions qui sont prévues par le code pénal, oui, la situation de ces avocats-là est difficile. La situation de ces avocats-là est compliquée. La situation de ces avocats, face à eux, vous avez d'autres personnes, effectivement, qui font du zèle. Mais lorsqu'un magistrat, le texte prévoit 15 jours à 6 mois, et qu'on gagne à 12 mois, le magistrat est incompétent. C'est tout. Mais vous faites appel. La justice est instrumentalisée. Non, pas du tout. Non. Voilà, alors, vous avez la phobie de l'instrumentalisation. Mais c'est pas de soi. Non, vous avez la phobie. Lorsqu'on met ça dans la décision, on a téléphoné à Yaoundé. Vous avez oublié quelque chose. Lorsque vous dites que les avocats doivent dénoncer en écrivant ou bien en déposant des plaintes contre les autorités qui se rendent coupables de violations de la loi, ben je vais vous assurer que nous le faisons tout le temps, mais il n'y a jamais de suite. Donnez-moi une copie et puis je vais. En même temps, je Donnez-moi une copie et puis je vais suivre. Non, peut-être vous
allez suivre parce que vous avez un entre-gens particulier eu égard à votre statut de militant. Non, c'est pas par rapport à mon statut de militant. Non, mon statut de militant n'a rien à voir avec mon entre-gens. Deux petites secondes dans votre temps de parole. Je voulais dire que nous le dénonçons depuis des années. Il y a des lettres de dénonciation que nous avons déposées. Est-ce que vous savez que le commissaire du gouvernement qui voudrait faire juger le professeur Kamto et toutes les personnes qui l'entourent a refusé jusqu'à un certain moment de décharger la correspondance que nous lui avons transmise pour lui communiquer la liste des témoins? Est-ce que vous savez ça? Donc, mais vous pensez que c'est vraiment la justice? À quelle enseigne nous avons été obligés d'envoyer la correspondance par DHL? Voilà. Alors, mais c'est pas sérieux. Ce que vous êtes en train de dire, moi je l'ai vécu dans le procès. Oui, mais vous l'avez vécu avant. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, ce que vous avez vécu il y a Je ne trouve pas que ce soit normal. Mais dénoncé comme nous. Mais j'ai dénoncé et je dis que ce que vous avez fait, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Lorsque le greffier en chef avait refusé de prendre, de décharger pour interjeter appel dans le cadre d'une procédure, j'étais obligé d'envoyer par DHL. Et je suis d'ailleurs, alors passé dans une chaîne de télévision, il revenait de Gaoundéré pour dire que ce monsieur-là refuse de prendre l'acte. Ah, donc j'ai utilisé et DHL et la télé comme vous. Donc c'est pour vous dire que ça rentre dans la droite ligne du rôle de l'avocat. Je l'ai fait avant vous et c'est normal. Que depuis de nombreuses années, ces abus, ces injustices continuent d'être observés malgré les multiples interpellations du garde des Sceaux, ce qui suscite chez Maître Ngwana et Maître Sikati le sentiment qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Non, je crois tout simplement que dans la justice, il faut une révolution. Il y a les états généraux de la justice qui étaient prévus. À mon avis, il faudrait qu'elle se fasse sur un certain nombre de domaines, que ce soit... Le mot révolution, c'est quand même... Oui, il faut tout changer. Le contenu, les affaires mettent trop de temps. Les affaires, que ce soit des affaires civiles. Moi, personnellement, j'ai des exécutions sur des dossiers qui ont commencé en 1983, les décisions rendues par la Cour suprême en 1989, et jusqu'aujourd'hui, au bout de 30 ans, je n'ai pas encore exécuté les décisions qui ont été rendues. Donc, je crois que ça, au Cameroun, c'est un énorme problème. Il y a aussi également, on n'en a pas parlé, les frais de justice, les frais d'enregistrement. Mais personne ne sait ce que c'est. Tantôt on vous dit c'est 6%, tantôt on vous dit c'est 3,5%. Moi j'ai une affaire où j'ai demandé... Et d'ailleurs ça varie en fonction des villes. Ça varie en fonction des villes. Dans le même pays. Et ça varie même dans le dossier, dans la même affaire. La partie adverse a demandé 195 millions. Au principal, j'ai demandé également 195 millions. Elle a payé 3 millions et moi on me demande de payer 19 millions. Ça c'est vraiment au Cameroun que ça se passe. Et j'ai demandé... Avec le régime, sauf qu'ajouter, c'est qu'avec le régime... Nous sommes avocats, monsieur. Je suis d'abord avocat. Et quand tu es avocat, tu n'es pas là pour défendre sur des problèmes de justice, tu ne défends pas le régime. Le problème, c'est quoi? Le respect de la règle de droit. Dans le cadre d'un procès équitable. Garantie élémentaire des droits de la défense, ça c'est le rôle de l'avocat. Mais on dit la même chose ici. Je dois vous dire ceci. Ça fait 30 ans que je fais des séminaires pour la défense de la défense. Donc vous n'allez pas me prendre, chers confrères, vous n'allez prendre un défaut sur ça. Je dis ce que vous dites. Ce que vous dites, et je le confirme, les choses ne vont pas bien. Voilà. Il faut faire table rase, il faut que nous nous réunissions tous, pas seulement les magistrats, dont certains sont mis en cause, et qu'on fasse table rase et qu'il y ait des réformes qui soient faites. Maître Moustapha Ngwana, sur les conséquences de ces multiples entraves au respect des droits de l'homme, à une justice camerounaise qui est aujourd'hui au centre des critiques avec cette résolution du Conseil de l'ordre des avocats, quelles en sont les conséquences sur le plan social, politique et même économique? Je voudrais d'abord préciser qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que nous nous faisons un malin plaisir à taper sur les magistrats ou quoi que ce soit. Mais nous devons, dans l'intérêt supérieur de notre pays, de pouvoir faire un diagnostic franc, de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, de pouvoir susciter des changements qui vont améliorer la qualité de la justice. Parce que les premiers qui en souffrent, ce sont les magistrats eux-mêmes. Il y en a qui sont obligés, il y en a qui parfois sont contraints et forcés d'agir contre leur propre volonté. C'est la vérité.
Mais ce n'est pas une mauvaise chose de se mettre sur une plateau de télévision et de dénoncer cela. Parce que je ne crois même pas que ce soit une nouveauté. C'est une lapalissade. Tous les Camerounais sont au courant. Il n'y a pas de Camerounais qui puisse vous dire la main sur le cœur qu'il a une confiance absolue en notre justice. C'est vrai, lorsqu'il n'y a pas d'intervention, lorsqu'il n'y a pas d'intervention, lorsque un dossier est géré de manière équitable, à la fin, même lorsque vous avez perdu, vous avez quand même le sentiment que justice vous a été rendue. Maintenant, vous parlez des conséquences. Vous voyez, les conséquences sont naturellement multiples. Vous parlez sur le plan économique. Le Cameroun souffre de l'incapacité de pouvoir attirer les investisseurs. Nous avons cru qu'une solution allait être trouvée en devenant membre de l'Organisation pour la mondialisation des droits des affaires en Afrique. Mais le Cameroun, il faut le dire, est également le seul pays qui a pris des textes qui étaient en porte-à-faux, mais qui sont en porte-à-faux parce que les textes en question sont encore en vigueur, qui sont en porte-à-faux avec le traité en question qui était censé résoudre des problèmes d'ordre économique ou bien susciter l'attraction des investisseurs. Donc il y a un problème de cohérence entre les engagements internationaux du Cameroun et la pratique judiciaire quotidienne. Vous avez également évoqué sur le plan social, mais les catastrophes sont on ne peut plus exceptionnelles. Je vais vous dire par exemple, les gens on marchande les gardes à vue, on marchande les détentions provisoires. C'est-à-dire que vous voyez les personnes qui sont convaincues de ce qu'on n'a rien à vous reprocher. Mais pour que vous puissiez bénéficier de votre liberté, on s'oblige à vous amener à pouvoir aller au-delà à vous convoquer vendredi pour pouvoir vous tordre le bras. J'avoue que par principe, j'évite autant que faire se peut de faire les interventions au parquet, dans les commissariats et consorts, parce qu'à la fin, c'est que lorsque vous observez, c'est très souvent un réceptacle de compromission. Vous voyez, parfois, ça dit qu'un individu à qui on n'a rien à reprocher se retrouve en prison. Imaginez-vous qu'il se retrouve en prison au mois de juillet. Il a ses enfants qui doivent aller à l'école, les consorts et tout le reste. Les conséquences, ça dit qu'il y a un effet d'entraînement, un effet domino, qui finit par attaquer la société de manière profonde. Donc sur le plan social, sur le plan économique, même sur le plan politique. Imaginez-vous un peu la manière avec laquelle la justice aujourd'hui est rendue. Lorsque vous avez même des procès qui ont des connotations politiques, parce que ce sont des élections et autres, et que vous avez une foultitude d'arguments que vous présentez devant les juges qui sont censés être indépendants, qui sont censés rasséréner les Camerounais, parce que la justice a également cette fonction-là, de pouvoir apaiser les cœurs, panser les blessures. Lorsque les juges que vous saisissez, c'est-à-dire que d'un tour de bras, sans argumentation juridique, c'est-à-dire que mettre vos arguments de côté, ça peut également être source de conflits exceptionnels. Je dois louer, il faut le dire, et le calme, je dois louer le calme mortifère ou morbide même des Camerounais, parce que j'espère bien qu'un jour la situation ne va pas dégénérer, parce que la justice malheureusement n'aide pas à rasséréner les uns et les autres. Vous comprenez donc que les conséquences sont multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur social, il n'y a pas de secteur de la société camerounaise qui ne soit pas influencé par la mauvaise qualité de notre justice. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont parfois des décisions de rejet de défense à exécution. C'est une décision qu'on a rédigée en 2 lignes. Plus d'1 an et demi après, ils n'ont pas le factum, donc ils n'ont pas la décision en question. Vous vous rendez compte dans un pays comme cela, c'est-à-dire que c'est de lenteur exceptionnelle et inexplicable, qui laisse même parfois penser à la collusion entre les magistrats qui ont dit la décision en question. En fait, on rend une décision, vous ne pouvez même pas l'utiliser, parce que le juge ne l'a pas rédigée. Pourtant, la loi impartit un délai c'est-à-dire qu'impose au juge de rendre, je crois, l'article 6 de la loi 2006/015. Vous dites que lorsque vous avez rendu une décision, vous devez la rédiger avant de la rendre. Donc quand on rend d'être rédigé, mais on a encore des juges, en plus, dans les cours d'appel, des magistrats ayant déjà quand même une certaine expérience, qui rendent des décisions comme celle-là, dont on ne peut pas jouir, dont les conséquences sont exceptionnelles. Et si le pilier de la justice, vous voyez, je ne sais pas si c'est les Saintes Écritures qui disent que le trône s'affermit dans la justice. Si tous les pans de la société camerounaise étaient tombés en lambeaux et que notre justice était debout, c'est elle qui devait permettre l'arbitrage, que notre pays
se redresse. Et c'est ce qui se passe dans les pays comme Nigeria. Vous amusez un juge d'un tribunal de première instance, vous désavoue, vous le président de la République. Vous avez vu au Kenya, les gens ont annulé des élections et consorts. On ne demande pas aux gens d'aller cueillir la lune, mais de faire le travail qui est le leur. Ce n'est qu'en faisant cela que le Cameroun pourra rester debout. Et quand les gens parlent des grandes réalisations, des grandes ambitions et consorts, il faut qu'il y ait également les grandes réalisations de la justice. Qu'on ne se lève pas parce qu'il y a eu un mouvement d'humeur à la prison centrale et qu'on se mette à pondre des circulaires pour demander au magistrat de faire des propositions. On ne doit plus être dans la réaction. Il faut qu'on soit dans l'anticipation. Parce que gouverner, c'est prévoir. Il faut que les gens arrêtent de réagir. Il faut qu'on puisse anticiper sur les problèmes. Et c'est ça le problème. Quand même. Je vous en prie. On va le faire. Et maintenant, il y a cet enjeu de la suspension du port de la robe. Maître Sikati, quel est le message, selon vous, que le barreau souhaite envoyer au moment où il annonce cette suspension du port de la robe et la non-fréquentation des cours d'appel et des autres juridictions durant 5 jours, du 16 au 20 septembre 2019? Mais déjà, il faudrait peut-être dire que je ne suis pas ici en tant que porte-parole du barreau pour expliquer le message que le barreau a bien voulu rendre à travers la résolution. Mais en même temps, il faut tout simplement comprendre que la décision qui a été prise, c'est une forme de protestation. C'est la dénonciation d'un ensemble de dérives dont les correctifs n'ont pas été trouvés par l'administration judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et le fait pour les avocats de déposer la robe pendant 5 jours ne représente pas un cas de figure qui n'a jamais été vu. Si vous regardez bien les barreaux de tradition commune, comme les grands barreaux français, vous verrez que régulièrement, les mouvements d'humeur d'ailleurs, ils vont même au-delà de s'abstenir de porter la robe d'avocat pendant un certain temps, vous verrez que les mouvements d'humeur vont au-delà du palais pour s'extérioriser dans la rue. Moi, j'ai vu des avocats français marcher tout simplement parce qu'il y avait une réforme fiscale qui était de nature à mettre en péril un pan de leur activité. Voilà, dont le Conseil de l'ordre est même dans... Je dirais que cette résolution rentre encore dans la mesure. Ils sont dans une sorte de mesure, ils sont encore dans la conciliation. Voilà, bon, j'ai vu dans des pays, des pays comme la Tunisie, qui ne sont pas en principe réputés pour être des pays, des grands pays de droits de l'homme. J'ai vu des avocats manifester pour des questions liées à la révision de la Constitution. Voilà, donc bon, mais je pense qu'au-dessus de tout ça, il faut être capable de bien situer les responsabilités parce que il n'est pas question de dire ce sont les magistrats qui sont à l'origine. Non, nous disons tout simplement que chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je connais des magistrats qui font l'effort d'accomplir un travail exemplaire conforme à la loi et à leur conscience, tel que cela est prévu par le serment qu'ils prêtent. J'en connais, mais ceux-là, il faut les féliciter. Mais en même temps, si vous avez un certain nombre résiduel de magistrats qui, dans ce noble métier, ne font pas leur travail exactement parce qu'ils estiment faire plaisir au régime pour avoir des promotions de carrière, mais je pense aussi qu'il faut dénoncer ça. Parce que le but de la justice, c'est quoi? Le but de la justice, c'est d'apaiser la société. Si vous avez une justice qui est instrumentalisée par la politique, la conséquence, c'est que vous créez un climat de défiance entre le citoyen et la justice, parce que le citoyen n'a plus confiance en la justice. Aujourd'hui, si vous allez dans les barreaux où la loi se respecte, aux États-Unis, en France, mais quand quelqu'un vient voir son avocat, l'avocat est capable de lui dire quelles sont ses chances de gain du procès. Au Cameroun, c'est pas possible. Même si votre client a un bon dossier, vous pouvez prendre le risque et dire vous allez gagner. Parce que vous pouvez être sûr. Oui, vous pouvez être sûr, ça va se retourner contre vous demain, parce que vous êtes son principal interlocuteur avec la justice. Il va vous demander, mais maître, ça vous m'aviez dit telle chose. Mais l'avocat se retrouve toujours obligé de dire, normalement tu devrais gagner, mais comme on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc je dis, et la justice, c'est quoi? La justice ne peut être que la conséquence de ce que ceux qui mettent sur pied les politiques publiques de justice ont voulu. Ça veut dire que c'est pas les magistrats. Les magistrats disent le droit, mais c'est pas eux qui planifient la justice. Si vous avez une ville comme Edea, où vous allez au parquet, vous voyez qu'il y a pratiquement 9 substituts du procureur. Alors qu'en même temps, à Bonanjo, c'est-à-dire EDA qui n'a pas le même volume de dossiers, EDA n'a même pas 10% du volume de dossiers du tribunal de première instance de Bonanjo. Alors qu'à la Bonanjo, pendant un certain temps, il y avait 3 substituts du procureur qui assistaient le procureur. Mais vous pouvez vous poser la question de savoir, est-ce que ceux qui planifient le système judiciaire savent vraiment ce qu'ils veulent? Parce qu'en même temps, si vous demandez à un magistrat de rédiger la décision avant de la prononcer, demandez-lui également de qu'il travaille dans des conditions idoines. C'est-à-dire, si vous suggérez, ici, c'est pas loin ici à Bonanjo, allez voir à Ndokoti partout, vous allez
allez voir des magistrats qui viennent à l'audience avec 250 dossiers. 400. Maître Pensy, qui est un érudit, un ancien érudit du barreau de Paris, sait très bien qu'au barreau de Paris, moi j'ai vu des affaires de flagrant délit où le magistrat vient avec 2 dossiers. Voilà, donc je pense que les politiques publiques de justice doivent être mises sur pied par le régime. Et si on veut traiter la question en termes de responsabilité, en termes de qui sont ceux qui sont à l'origine de toutes les lenteurs, de toutes les incohérences qu'il y a dans notre système judiciaire, moi je dis le système judiciaire du Cameroun est fait tel que le régime au pouvoir l'a voulu. Donc les magistrats, malheureusement, dans ce système-là, il y a quelques magistrats qui ont décidé de se mettre en marge de la justice de qualité. Alors justement, c'est cela qu'on dénonce. Sur le président de la République, garant de la justice au Cameroun, président du Conseil supérieur de la magistrature, et cette répartition jugée inéquitable des différents magistrats en fonction des juridictions où il y a des sollicitations qui sont très importantes, au moment où le barreau, lui, il annonce une suspension du port de la robe, que faut-il faire pour éviter que ce type de grogne ne prenne de l'ampleur au Cameroun? Bon, disons, sur ce que vient de dire Sikati, je souscris en grande partie. Pour la bonne et simple raison que nous-mêmes, quand j'étais au Conseil de l'ordre, on vous a parlé de 90, nous avons pris des résolutions beaucoup plus fortes que ça. En 1990, je me souviens, à l'époque, le barreau devait être fonctionnalisé. Et on devait, s'il y a une plainte, on déplaçait un avocat. Mais j'ose le dire ici, je suis allé à Paris à mes propres frais pour dénoncer cela. Et j'étais avec le bâtonnier Stasi qui m'avait aidé également. J'avais à côté de moi Charrière Bournazel qui aujourd'hui a écrit, qui était l'avocat d'Aïdjo, qui a été bâtonnier de Paris. Donc on s'est toujours battu et le port de la robe, on a même eu pendant un mois. Mettre pendant 5 jours là, c'est pas très grave. Et je crois d'ailleurs que le bâtonnier Tchakout Tepache, qui est quelqu'un de modéré, c'est juste un coup de semonce pour ce qu'il y a, parce que vraiment c'est abusif. Ce que Sikati vous a dit, et comme on dit maintenant dans notre jargon, manque en moyens et en personnel. Et vous avez des décisions qui sont rendues pendant 5-6 ans, vous ne les avez pas. Il vient de vous parler de cette affaire-là, défense et exécution, on ne rend pas la décision. Moi j'ai d'autres cas, violation de l'acte uniforme OHADA. Le président de la Cour suprême, je pense que c'est un ami, bon, je ne sais pas s'il est toujours, on rend une décision à la CCJA, condamner une société à payer 600 millions, on fait une défense à exécution devant la Cour suprême sur une affaire définitive à la CCJA, il suspend, supérieur international, il suspend la décision et il dit, en attendant la décision que la CCJA doit rendre, alors que c'est sur elle qu'on fait la défense et exécution. Donc quand vous avez des aberrations qui se font à un haut niveau, au plus haut niveau du magistrat, celui-là, il attend encore quoi? Donc les magistrats, souvent dans certains cas, c'est pas simplement qu'il attend d'être nommé. Il y a d'autres intérêts qui sont en jeu et qui sont différents de ce qu'on dit. La deuxième chose que je voulais dire ici, c'est par rapport aux décisions, on dit qu'on met les gens en prison sans que vous n'ayez possibilité de ne rien faire. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Mais je voulais vous dire, je sais que vous êtes un avocat brillant, puisqu'on est à côté dans une affaire très intéressante à Yaoundé et sur laquelle nous plaidons ensemble. Et il y a l'habeas corpus. Donc la procédure d'habeas corpus qu'il faut toujours vous me prêtez des engager. Mots. Vous me prêtez des mots. Je ne pense pas avoir dit ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'il y a des marchandages de détention provisoire et de garde des vues et les gens se retrouvent en prison. Et quand vous dites quand les gens se retrouvent en prison, ce qui est vrai, et moi je suis en train de dire que vous avez les possibilités d'engager une procédure qui est celle... Ne me faites pas l'insulte de me... Non, je vous la rappelle pas. Mais je ne pas vis-à-vis de vous. Je connais la disposition de la loi. Excuse-moi, je le dis. Si vous voulez, je vous le rappelle de mémoire. Je le dis. Donc, c'est pas par rapport à vous. Rassurez-vous de manière générale. C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport au public. Parce que vous êtes adressé au public qui ignore qu'il y a une procédure d'habeas corpus pour les arbitrations illégales et arbitraires. Si on vous arrête illégalement... Les Marafas, les Camtes ont engagé des procédures d'habeas corpus
Ça a donné, qu'est-ce que ça a donné? Le problème, ce n'est pas l'existence des textes. Nous le disons ici. Non, Là. non, Ne faisons pas comme si nous... Non, mais vous ne faisons pas comme si... ne me laissez pas Ne parler. faisons pas comme si nous appliquions de manière automatique Vous me les laissez- textes. Vous comprenez? Il faut tenir compte du contexte dans lequel nous sommes. Vous ne me laissez si, pas. en tant qu'avocat, vous voulez faire une application automatique d'un texte, ça veut Vous dire ne qu'il y me a un laissez problème. pas parler. C'est qu'il y a un problème. Je pense qu'à la télé, nous nous adressons au public. Moi, je m'adresse au public, c'est pas quelque chose où vous avez une attaque personnelle. Je suis en train d'expliquer que quand, en général, vous avez une arrestation arbitraire, vous avez une procédure d'habeas corpus qui est prévue, et Guada vient de le rappeler par les dispositions de l'article 584 et suivant du Code de procédure pénale. Mais il précise qu'il y a plusieurs justiciables qui ont engagé cette procédure d'habeas Non, corpus mais et ça qui ne n'ont pas réussit- eu- et qui ont eu une forme de non-recevoir. Mais ça ne réussit pas toujours. C'est pas parce que vous engagez une procédure d'habeas corpus que vous êtes obligé d'avoir un résultat automatique. Mais le problème, Ça dépend. le problème, c'est que vous ne devez pas amener les gens doivent engager les procédures pour le plaisir de les engager. Non, On je engage les dis- procédures. Le problème, il y a une difficulté. Mais C'est vous- que vous me laissez pas- vous me laissez pas parler. lorsqu'un dossier a quelques exhalations avec le milieu politique, on est quasiment sûr de la décision qui sera rendue. Je n'ai pas une boule de cristal devant moi, mais je suis quasiment convaincu que le procès Kamto dans quelques jours va se faire condamner, alors qu'il n'a fait que marcher au Cameroun. Excusez-moi de le dire. Excusez-moi. Si vous avez la parole. Vous mélangez les affaires dites politiques et les affaires. 99% des affaires qui se passent au Cameroun sont loin de l'affaire dont vous parlez. Donc, la majorité des Camerounais, c'est eux qui sont concernés. Peut-être par ces dispositions-là, quand vous dites qu'effectivement, si un procès a des relents politiques, il peut arriver que les décisions soient rendues qui ne soient peut-être pas très conformes par rapport à ce que vous attendiez. Bon, je dis que ça existe. Mais moi, je ne suis pas par rapport au procès Kamto. Vous revenez toujours sur l'affaire Kamto. Mais Kamto, la Kamtosphère, il faut laisser. La Kamtosphère ne doit pas nous envahir. J'ai parlé de Marako aussi. Non, la Kamtosphère. Ma fait le condamner depuis. Laissez-le tranquille. Et c'est un ami à moi. Alors, laissez tranquille. Et je l'ai toujours dit, quand on dit, en ce qui le concerne, complicité intellectuelle du détournement de données publiques, on viole la loi. Ça, c'est pas sérieux. Donc, laissez-moi dire mon courroux. On a vu dans les procédures dites politiques comment ça s'est passé. J'espère tout simplement que, dans son impérium, le président de la République saura faire... de ces dysfonctionnements décriés dans la justice camerounaise et qui suscitent aujourd'hui une protestation annoncée du barreau du Cameroun. Que faut-il faire concrètement pour éviter qu'on en arrive à des grognes qui risquent de paralyser la justice durant plusieurs jours? Le garde des Sceaux, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert et qui reçoit. Je voudrais l'inviter à ce qu'il reçoive les avocats, qu'il reçoive les magistrats, qu'il y ait un état général de la justice, et puis que nous mettions table rase sur les problèmes qui ont été ici évoqués par les uns et les autres. Je peux vous dire que 95% même, je souscris sur ce qui se passe. Il y a des abus qui existent et c'est quelque chose d'infiniment grave. Je rappelle tout simplement que le garde des Sceaux, c'est quelqu'un qui a fait quasiment toute j'allais dire, toute sa carrière au niveau du parquet. Mais il faudrait également voir les affaires au niveau du civil. Et les affaires marchent mal au Cameroun, au niveau des civils, la rapidité de transaction. Les gens, c'est pour ça que les gens se méfient totalement du juge étatique et qu'on va maintenant vers l'arbitrage. Et c'est pour ça qu'on va vers l'arbitrage, qu'on va maintenant vers des procédures de médiation et on échappe de plus en plus à la procédure camerounaise, mais il faut rappeler que lorsqu'il faudrait passer par l'exéquature, il faudrait passer également par Justement. le président du tribunal de première instance pour vous signer. Et dans les couloirs de la justice, il y a une affaire qui cristallise l'intérêt des Camerounais de la communauté internationale. Dans quelques jours, le 6 septembre 2019, doit s'ouvrir en principe le procès de Maurice Kamto, Christian Pendaekoka et d'autres co-accusés devant le tribunal militaire. À ce propos, Maître Désiré Sikati, comment avez-vous accueilli cette décision de la Cour d'appel du Centre qui a rejeté, déclaré irrecevable la requête introduite concernant l'annulation de la décision du juge d'instruction près du tribunal militaire à Yaoundé? Je voudrais dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, parce que je pense qu'au cours, depuis que cette émission a commencé, si vous avez bien écouté mon propos, j'ai à plusieurs raisons parlé de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques.
Et lorsqu'une justice est instrumentalisée à des fins politiques, je pense que sur le plan qualitatif, vous ne pouvez rien attendre d'une telle justice, du moins dans sa dimension concernant l'affaire contre le professeur Maurice Kamto et toutes les autres personnes qui l'entourent et qui sont mises en détention dans le cadre de cette affaire. Vous savez, en diplomatie, on dit on lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole. Et l'une des façons de lier les hommes par la parole, c'est que lorsque vous êtes parti à un engagement international, c'est-à-dire vous avez donné votre accord par la signature, et que sur le plan national, vous avez ratifié ces engagements internationaux par l'intermédiaire du Parlement, je pense que vous êtes tenu. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée. Pacta sunt servanda. La signature engage. Dans le langage diplomatique, vous ne pouvez pas être parti à un instrument international comme le Cameroun est parti à la convention, à plusieurs conventions internationales en matière de droits de l'homme, et venir sur le plan interne remettre ces engagements internationaux en cause par votre législation nationale. Tout à l'heure, je me félicite que M. Pessi soit celui qui a dit que le code pénal camerounais, bon, je peux me tromper sur celui qui l'a dit, mais je pense qu'il a été dit sur ce plateau que le code pénal camerounais consacre la primauté des textes internationaux qui sont signés par le Cameroun. Et l'article 45 de la Constitution le dit. Alors, le Cameroun s'est engagé à respecter toutes les conventions internationales qui interdisent que des civils soient jugés devant des tribunaux militaires. Parce qu'aujourd'hui, la question ne se discute plus. Il y a une convergence doctrinale, juridique. Ça veut dire que vous verrez que les pays qui ont des principes de droit correspondant au modèle démocratique s'accordent à penser et à accepter que les tribunaux militaires doivent juger les militaires, pas les civils. Et cette question a déjà été tranchée en maintes reprises. Non pas seulement par les principes de Niamey sur le droit à un procès équitable, mais également par une foultitude de décisions rendues par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont certains qui concernent le Cameroun. Mais prenez les communications numéro 266 du 27 mai 2009, rendues par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans une affaire Kevin Gwanga. La Commission dit clairement, c'est-à-dire avant même le commencement de la crise sociopolitique que le Cameroun connaît aujourd'hui et dans laquelle certains leaders du MRC sont impliqués, mais la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a dit que les civils ne peuvent pas être justiciables devant les tribunaux militaires. Et cette commission l'a répété plusieurs fois. Donc, dans 3 autres affaires qui concernent le Cameroun, notamment les affaires Ebenezer Derek Mbongo contre le Cameroun, où je pense que celui-là, il était jugé par le tribunal militaire de Bafoussam alors qu'il était civil. Il a saisi la Commission africaine des droits de l'homme. La Commission a donné cette décision-là. Donc, à côté de ça, vous avez des pays comme le Nigeria où il y a des décisions convergentes, dans le sens où les tribunaux militaires ne sont compétents que pour juger les militaires. Si vous n'êtes pas militaire, vous n'avez rien à faire devant un tribunal militaire. Le gouvernement explique qu'en fonction de la gravité des faits qui peuvent être reprochés à ces justiciables, ils peuvent se retrouver devant le tribunal militaire. Sauf que rien n'interdit. Non, mais vous ne pouvez pas dire que le gouvernement prend des positions purement circonstancielles sans tenir compte des engagements internationaux du Cameroun. Parce que la véritable question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, est-ce que les tribunaux civils, sous d'autres cieux, ne connaissent pas, par exemple, des infractions liées au terrorisme? M. Pensy a parlé tout à l'heure des questions de centralisation de la justice concernant les affaires terroristes à Paris. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas le tribunal militaire de Paris qui connaît les affaires liées au terrorisme. Donc, il faudrait qu'on comprenne que l'environnement du tribunal militaire doit être essentiellement lié à l'engagement qui est lié à l'armée. Ça, on doit le comprendre. Et à côté de ça, il y a des décisions rendues par la Cour suprême du Cameroun. En 1961-63, je pense que j'en ai répertorié 4 décisions rendues par la Cour suprême du Cameroun qui disent que les tribunaux militaires ne connaissent pas des questions où sont impliqués les civils. En même temps, vous avez, dans notre système d'organisation judiciaire, un principe selon lequel les décisions rendues par la haute juridiction
que représente la Cour suprême s'impose de facto à toutes les juridictions inférieures, dont le tribunal militaire. Mais expliquez-moi par quelle alchimie juridique on peut se retrouver aujourd'hui devant un cas de figure où une législation nationale qui est prise en violation de l'article 45 de la Constitution, qui consacre la supériorité des normes internationales sur les normes internes. Expliquez-moi comment on peut se retrouver dans un cas de figure où les tribunaux militaires affirment encore leurs compétences pour juger des civils. Et à quelques jours de ce procès, il y a des institutions internationales de droit qui ont appelé à la libération de Maurice Kamto. Edmond Kamdia, cela a fait la une de la Nouvelle Expression. Quelles sont ces institutions et quels sont leurs pouvoirs d'influence au regard de la situation que vit Maurice Kamto et d'autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Oui, effectivement, plusieurs institutions sont intervenues dans le cadre de cette affaire pour appeler au respect de la règle de droit, pour résumer le contenu de leurs déclarations, résolutions, communiqués. Et la dernière institution en date, c'est l'Institut de droit international qui est intervenu dans cette affaire pour demander le respect des normes juridiques, le respect des normes, des conventions et traités qui ont été régulièrement signés et ratifiés par le Cameroun, pour dénoncer les abus, l'illégalité, les irrégularités qui ont été constatées dans la procédure, pour appeler la justice camerounaise à dire le droit en respect des traités et conventions. Nous avons convoqué sur ce plateau l'article 14, n'est-ce pas, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour qu'il y ait un procès équitable, au cas où, dans le déroulé de l'affaire, les charges sont suffisantes pour que les personnes interpellées soient jugées dans le cadre d'un procès. Et même, dans cette déclaration, il rappelle ce qui a été dit par d'autres instances, notamment la résolution du Parlement américain, la résolution du Parlement européen et même la Commission africaine des droits de l'homme, que les civils ne devraient pas être jugés dans des tribunaux militaires. Il y a comme ça un certain nombre de points, de recommandations, de décisions, de rappels au respect des normes juridiques nationales et internationales, la règle de droit, qui font en sorte qu'aujourd'hui, il est important que le Cameroun se ressaisisse, que la justice camerounaise, ceux qui disent le droit, se ressaisissent avant de continuer dans ce que d'aucuns ont appelé une véritable mascarade. Mascarade parce que beaucoup se posent des questions sur le respect du droit positif camerounais par les Camerounais eux-mêmes. On parlait tout à l'heure de l'habeas corpus, mais on a l'impression que c'est juste théorique, qu'elle n'est pas pratique, qu'elle ne peut même pas s'appliquer. Et quelqu'un qui a des éléments, des arguments solides, ne peut pas obtenir ce qu'il en attend parce qu'il y a un relent politique. Sur la question de fond que vous avez posée, l'Institut de droit international, il faut le dire, c'est une institution importante au plan international. Parce que c'est l'Institut de droit international, là, elle travaille dans un cadre où, il faut dire, c'est une sorte de conseil des sages des droits de l'homme, du droit international dans le monde. Elle travaille en étroite collaboration avec d'autres instituts internationaux, notamment le Comité de droit international, elle travaille en partenariat avec le Comité de droit international, dont Maurice Kamto a été membre et même président. Il faut dire que l'Institut de droit international, c'est une structure dont Maurice Kamto est membre. Parce que la dernière réunion, la dernière session s'est tenue en son absence. Son siège était vide. Il est membre de l'Institut de droit international. Il est même membre d'une autre institution qui travaille en étroite collaboration avec l'Institut de droit international, qu'on appelle le curatorium. Le curatorium est au-dessus de l'Institut de droit international, est au-dessus de la Commission de droit international. C'est en réalité ceux-là qui sont appelés à réformer le droit international. L'ONU, dans le cadre des réformes qui sont entreprises depuis l'époque du secrétaire général Kofi Annan, quand des projets, des propositions de réforme du droit international sont faites, ce sont des instances comme celle-là qui s'occupent de la réforme du droit international, c'est-à-dire l'Institut du droit international, la Commission du droit international et le curatorium, qui est au-dessus, qui est une sorte, je le disais tantôt, de conseil des sages. Ils sont très peu nombreux, des membres de cette structure, dont fait partie Maurice Kamto, l'Institut du droit international et la Commission du droit international, et au-dessus, le curatorium dont il est membre, et par ailleurs le seul noir.
C'est pour vous dire que ces institutions qui travaillent également, et ça il faut le rappeler, en étroite collaboration avec toutes les instances de l'ONU, y compris le Conseil de sécurité, qui peut même saisir, ils peuvent même saisir sur un dossier le Conseil de sécurité et l'appeler à travers une proposition qui leur est faite de mettre au menu ou de discuter, d'examiner la question au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, il faudrait que le Cameroun fasse très attention avec la dernière sortie de l'Institut de droit international, dont Maurice Kamto est membre. Et sur les enjeux de ce procès, Maître Moustapha Anguana, lorsque des hommes politiques, un an après l'élection présidentielle, celui qui a été classé deuxième à cette élection selon le Conseil constitutionnel, se retrouve face au tribunal militaire après avoir organisé des manifestations, des marches dans les principales villes du Cameroun. Pour vous, les enjeux d'un tel procès, comment vous le percevez? Il faut dire que cela saute aux yeux, qu'il semble qu'il y ait un plan anti-Kamto, il y a un plan de musulmans, pas seulement de Kamto, mais surtout de toute l'opposition. Parce qu'au Cameroun, malheureusement, il le souhaite certainement que le cas de Kamto se fasse école, que désormais nous ayons peur d'aller dans la rue, que nous ayons peur de revendiquer les droits qui sont les nôtres, dont l'enjeu en réalité est celui de la volonté d'instiller la peur au sein des populations camerounaises qui vivent le martyre au quotidien et qui commencent à manifester la volonté de pouvoir revendiquer ce qui leur est dû. Je dois dire que je suis militant du Social Democratic Front, mais je ne peux en aucune manière tolérer, accepter ou justifier l'incarcération d'un homme de la stature du professeur Maurice Kamto, dont le seul crime est d'avoir fait des revendications pacifiques et légitimes. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se retrouve au tribunal militaire. Tout à l'heure, mon confrère vous a parlé de l'article 45 de la Constitution. Mais il y a les directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique de 2003. Il est dit à l'article L, il faut que vous me permettiez de le lire. Les tribunaux militaires ne peuvent en aucune circonstance juger des civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortent de la compétence des tribunaux ordinaires. Dites-moi, ce texte ne laisse pas place à l'interprétation. Ce texte est partie intégrante du corpus national. Il n'y a pas de débat sur la question. Mais je me pose la question de savoir comment est-ce que nos juges, puisqu'on parlait tout à l'heure de notre justice, comment est-ce que nos juges peuvent parvenir à rendre une décision dans laquelle ils mettent en porte-à-faux cet engagement international que nous avons souscrit. Il faut le dire. Lorsque certains sur les plateaux de télévision disent que nous nous comportons comme un État voyou, on leur dit que non, qu'il manque de chauvinisme ou quoi que ce soit. Mais ceux qui n'aiment pas notre pays, ce sont ceux qui refusent que notre pays puisse s'inscrire dans le Conseil des Nations. Parce que dire qu'on est un État de droit, c'est également la possibilité de pouvoir rendre la justice conformément à la règle de droit. C'est un engagement, il vous a cité tout à l'heure l'article 45 de la Constitution. Et ce n'est pas aujourd'hui une querelle de décision consacre la prégnance des traités sur les textes de droit, de droit interne. Tout à l'heure, je vous ai également dit que même s'agissant du traité OADA, le Cameroun a choisi de prendre des textes qui sont allés en porte-à-faux avec ce traité international-là. Mais le président du MRC est accusé d'insurrection, d'hostilité contre la patrie, et le gouvernement estime qu'il est l'instigateur des mouvements observés et des casses observées dans les ambassades, et que cela pourrait justifier sa présence devant le tribunal militaire. Vous savez, quand la hyène veut manger ses petits, elle les accuse de sentir la chèvre. Vous comprenez? Ils peuvent accuser Maurice Kamto et même vous qui êtes assis ici là de tous les maux d'Israël. Et rassurez-vous, puisqu'ils ont ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime au sens de Max Weber, rassurez-vous, ils viendront vous embastiller. Et malheureusement, les Camerounais, comme ils ont décidé d'être amorphes, personne ne va réagir. Et il y aura toujours des gens pour essayer de justifier l'injustifiable. Et c'est le droit le plus absolu, on ne peut pas le leur enlever. Mais seulement, il faut qu'on se le dise.
L'enjeu ici, c'est le musellement de l'opposition. Donc, au-delà du professeur Kamto, il faut museler l'opposition. N'oubliez pas également qu'en janvier, le 23 janvier, le SDF a également fait une marche. Nous avons été gazés. Nous avons été gazés ici à Douala. Et il ne faut pas qu'on se dise, que certains se disent que non, ça concerne uniquement le MRC ou quoi que ce soit, ça concerne l'opposition. Ça concerne la société camerounaise tout entière. Qu'est-ce qui explique que le cardinal Toumi et Jean-Jacques Kindi veulent organiser une consultation? On dit non. La moindre marche, on dit non. Quand on dit hostilité contre la patrie, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On a pris une tête ici, je sais. La loi sur les actes terroristes. On a fait une interprétation extensive. J'espère que j'aurai un mot aussi. Je vous en prie, vous allez parler maintenant. Où on a fait une interprétation extensive. On a créé une loi fourre-tout pour pouvoir embrigader qui que ce soit. Il suffit, ça dit que si vous voulez interpréter ce texte en question, que vous soyez en contradiction, comme tout à l'heure il a dit que nous étions des subversifs, il suffit qu'on dise que nous sommes effectivement des subversifs, comme à l'époque d'Aïdjo. Oui, non, vous avez dit à l'époque d'Aïdjo, mais en faisant référence également à l'époque actuelle, celle que nous vivons, parce que ça paraît tout comme. Il n'est pas impossible également que nous nous fassions embastiller. Donc quand nous venons ici là, vous devez vous rassurer que parfois avant de venir sur la télévision, même les épouses et la famille vous disent que n'allez plus sur la télévision. Ce procès qui s'annonce, vous voyez des organisations internationales de droit qui s'inquiètent pour le respect des droits de l'homme au Cameroun, la situation de ces justiciables. Et Maître Ngouana, il voit dans l'ombre la main du pouvoir de Yaoundé pour donner des signaux d'avertissement, de menaces à l'encontre de l'opposition. Est-ce que vous avez la même lecture, la même grille de lecture sur cette situation? D'ailleurs, la preuve vivante qu'on laisse la parole à l'opposition, vous avez vu le réquisitoire aussi bien que Sikati que Ngouana vient de faire actuellement contre le régime, et contre les juges, contre tout le monde. Bon, donc on est habitué à cela. C'est le jeu politique. C'est la liberté au bavardage. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de toutes les fonctions et tous les titres de Maurice Kamto, je crois qu'il fait maintenant, je l'ai appris, il fait partie du curatorium. Oui. Je ne savais pas ce que c'était. Et ça veut dire quoi? Si vous êtes quelqu'un qui connaît le droit international, il faut également respecter le droit national. Et le droit national, c'est le respect. Lorsque le Conseil constitutionnel, maintenant, proclame les résultats, lui-même en 2014, a pendu, etc. Il a écrit des choses très bien en disant que game over, il n'y a plus rien à dire, c'est terminé. Et moi, c'est pour ça que je dis que, et vous ne voulez pas le dire, parce qu'il y a ce petit complexe-là de tous les étudiants de Kamto, en disant comme c'est Maurice Kamto, il a fait ceci, il a fait cela, il a donné tous ces titres. Mais le premier titre qu'il y a, c'est le respect de la décision du Conseil constitutionnel. Or, il sait très bien qu'il a perdu, il a eu 500 000 voix. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut déstabiliser la République. Bien sûr, vous dites que non, monsieur. Les marches dites pacifiques, je l'ai toujours dit ici, les marches dites pacifiques, je vous rappelle, en 1974, au Portugal, ça fait partir le président Salazar, la révolution des œillets. La même chose avec Omar el-Béchir, la même chose avec le président de l'Algérie, qui était déjà en fin de mandat. Donc ça veut dire que ces marches pacifiques ne sont pas innocentes. Et à ce moment-là, c'est la loi qui s'applique. Et la loi, c'est quoi? Hostilité contre la patrie, ben, c'est une hostilité. Vous veniez d'avoir 71%, il n'y avait pas de crainte à avoir. Excusez-moi. Lorsque vous cherchez à déstabiliser un État, ce que vous n'avez pas voulu faire avec votre score médiocre, vous avez même été battu par les plus petits, vous du SDF, et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'inquiétez personne, puisque tout le monde sait que votre président, c'est vraiment, lui, il est toujours là. Hein. Bon, mais il ne va pas faire la même chose que Kamto. Kamto, c'est quelqu'un d'intelligent, mais son intelligence, et je discutais hier avec les Ivoiriens, c'est de dire, mais je cherche à être le leader de l'opposition. J'aurais félicité celui qui a gagné, on l'aurait invité le jour de l'investiture, il serait resté là, on allait faire en sorte qu'au niveau de la Constitution, il y a un statut de leader de l'opposition, qu'il ait accès à des documents, qu'on avance au niveau de la démocratie, qu'il ait le nombre de députés. Vous ne le souhaitez pas? Non, je le souhaite. Vous ne le souhaitez pas au DPC? Excusez-moi, je suis en train de vous dire comment on peut envisager l'avenir, mais pas tout simplement en marchant tous les jours, et en marchant tous les jours, vous violez la loi, et à ce moment-là, on vous l'applique. Je suis désolé, le premier respect que devait avoir Kamto, au-delà de tous ces titres
et de toutes ses fonctions, c'est déjà de respecter la décision du Quelle Conseil. est l'enjeu de ce procès aujourd'hui? On est un an après les élections présidentielles. Il a été classé deuxième officiellement. Ce n'est pas parce que vous êtes deuxième à l'élection présidentielle que s'il y a une infraction qui est constatée, qu'on ne vous fasse pas passer devant une juridiction. Il a des avocats qui sont talentueux. Tout à l'heure, je crois d'ailleurs qu'on vous a lu une panoplie de dispositions, des directives, etc. Ils vont invoquer ces textes devant cette juridiction. On verra de quoi il s'agira. Je vous ai donné moi-même, à titre personnel, mon hostilité contre les juridictions militaires qui jugent les civils, mais les textes camerounais sont ce qu'elles sont. J'espère qu'il y aura des réformes. Tout ce que je souhaite, en ce qui me concerne, c'est que Kamtoki laisse cette affaire-là qu'on appelle président élu, il n'a jamais été élu, qu'il revienne, s'il peut revenir dans le concert des nations, qui se battent pour être député, etc., si ça peut se faire. Là, dans le cadre d'une description politique. Mais que tous les jours, il y a des gens qui sortent, qui parlent le président élu, qui insultent le président de la République, ce que vous n'avez pas fait ici aujourd'hui, et je m'en félicite, parce que vous êtes des juristes sérieux et des anciens. Et je dois dire ici que les avocats se tiennent. Ce procès aura lieu. Pourquoi vous dites, mais pourquoi il ne se tiendra pas? Nous sommes dans une république. Il y a une infraction qui est constatée, le tribunal est saisi, il y a des avocats, le procès aura lieu. Qu'est-ce que maintenant, il qu'est-ce qu'il a fait de nouveau? En 90, excusez-moi, sa victoire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, le sol se dérobe sous le pied. Laissez le procès avoir lieu. Demain sera un autre jour. On espère tout simplement qu'après tout ça, il y aura la paix dans ce pays et qu'on pourra vivre ensemble. Oui, mais Cédric, allez-y, un mot. Oui, il faudrait peut-être dire que ça ne sert à rien tout le temps de revenir sur cette histoire, le Conseil constitutionnel statut. S'il faut rentrer sur la crédibilité du Conseil constitutionnel, un Conseil constitutionnel ne peut avoir de rendre une décision qui a autorité de la chose jugée que si les mécanismes du rendu sont respectés. Si vous avez un Conseil qui ne présente pas tous les procès-verbaux des commissions de c'est pas un Conseil constitutionnel de présenter. Si vous avez un Conseil qui a en son sein des membres du comité central, c'est vous, dans vos le défunt conseil juridique, vous n'aviez pas. Vous n'allez pas refaire le procès ici. Le défunt conseil juridique du chef de l'État, je pense, ça pose un véritable problème sur la légitimité et l'autorité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Maintenant, pour ce qui est du tribunal militaire, je pense qu'il n'est jamais très tard pour s'amender. Le tribunal militaire, le MRC n'a jamais dit que les gens ne doivent pas être jugés, mais ils ne doivent pas être jugés devant le tribunal militaire. Il n'est pas tard pour ce juge militaire qui connaîtra de l'affaire de se déclarer incompétent et de renvoyer ceux qui poursuivent le professeur Kamto et ses alliés devant une juridiction civile. Messieurs, je vous prie, avançons dans cette émission avec l'accord de la réalisation pour évoquer un enjeu tout aussi important pour le Cameroun. Le gouvernement qui joue sa dernière carte pour sauver l'année scolaire 2019-2020 sur les braises ardentes de la crise anglophone. Edmond Kamgial, les membres du gouvernement sont sortis pour annoncer à la fois un certain nombre de mesures visant à rassurer les parents d'élèves sur une rentrée scolaire effective dans les régions anglophones. Ce week-end, il y a eu une campagne digitale sur les réseaux sociaux avec des footballeurs, des membres du gouvernement qui brandissent des pancartes sur lesquelles est inscrit un message visant à promouvoir le retour à l'école en toute sécurité dans les régions anglophones. Est-ce que cette promotion, cette sortie du gouvernement permet aujourd'hui, à la veille de la rentrée scolaire, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de rassurer les parents d'élèves? Le gouvernement est dans son rôle. Il doit encourager le retour à l'école. C'est une mission régalienne de l'État. L'éducation pour tous, à commencer par les plus petits. Tout le monde doit aller à l'école. Malheureusement, nous sommes dans un contexte de crise, un contexte de tensions sociopolitiques graves, notamment la crise anglophone, que je dis, et j'ai toujours dit, qui s'est transformée en guerre depuis fin 2017. Ces deux régions, nord-ouest et sud-ouest, sont des régions en guerre. Est-ce qu'il est possible de poursuivre l'école de manière sereine dans ces deux régions? La réponse est non. Maintenant, est-ce que les mesures prises pour assurer le retour à l'école sont suffisantes pour que les parents puissent y amener leurs enfants, les récupérer après? La réponse, malheureusement, aussi est non. Mais il y a un renforcement du dispositif sécuritaire qui a été annoncé par le haut commandement militaire.
en vue de rassurer les parents également sur ce déploiement des forces de défense et de sécurité pour contrecarrer toutes les velléités séparatistes. Est-ce que ce sont de nouveaux éléments qui peuvent convaincre les parents de sortir des bois et d'envoyer les enfants dans certaines écoles? Vous savez, je vais vous lancer comme ça une boutade que quelqu'un m'a fait part au quartier. Quelqu'un m'a dit, si les membres du gouvernement, l'ensemble des ministres, directeurs généraux de société, pouvaient envoyer à titre d'exemple un de leurs enfants, chaque ministre, dans une école primaire, secondaire, universitaire du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on voit que cet enfant est effectivement inscrit dans cette école, c'est une mesure qui pourrait encourager les autres à y envoyer leurs enfants. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que chaque fois que les gouverneurs du nord-ouest et du sud-ouest sont descendus sur le terrain pour parler aux populations, pour parler aux forces vives, ils étaient toujours dans un blindé, avec des gilets pare-balles. À l'aller comme au retour, il y a eu des coups de feu. À l'aller comme au retour, je parle des descentes sur le terrain de la plus haute autorité de chacune des deux régions, du nord-ouest comme du sud-ouest. Et il me semble que ce n'est pas rassurant pour les parents d'y envoyer leurs enfants. Je ne suis pas contre, ça il faut le préciser, je ne suis pas contre le retour des enfants à l'école. Mais je dis, il faudrait peut-être revoir d'autres stratégies qui permettraient, à travers un dialogue entre les forces vives de ces deux régions, le gouvernement, l'État et peut-être d'autres partenaires sociaux, pour que l'école puisse avoir prise sur le terrain. C'est difficile dans les conditions actuelles. Après vous mettre, Moustapha Ngouana, sur l'équation de la rentrée scolaire effective dans le chaudron de la crise anglophone, que faut-il faire face à ces velléités séparatistes et la volonté affichée du gouvernement de promouvoir, de protéger le droit à l'éducation de ses enfants? Tous ici, nous sommes pour le droit à l'éducation. Ça, c'est une évidence. Et c'est une évidence, c'est indiscutable. Mais seulement, les mesures qui sont proposées, ce sont des cotères sur des jambes de bois. Ou bien encore des mesures purement cosmétiques. J'ai vu la sortie du ministre de la Communication et de sa suite. Ils ont dressé un état des lieux. Ce qui n'est pas une nouveauté. Les enseignants sont décédés, il y a des pertes en vies humaines, il y a des attaques des sécessionnistes et consorts, des attaques de part et d'autre, c'est bien connu. Mais lorsque vous l'avez vu décliner l'intégralité de son message, à aucun moment il ne vous dit exactement les mesures qui sont mises pour rassurer les populations quant au retour serein des enfants à l'école. Il est aujourd'hui impossible qu'on puisse aller à l'école dans les régions anglophones. En tant que parent, je préfère avoir mon enfant vivant plutôt que mort parce qu'il allait à l'école. Et c'est le sentiment qui doit habiter chaque parent, où qu'il soit et d'où qu'il vienne. Si nous pensons qu'en réalité, ils ne veulent pas qu'il y ait retour à l'école. Parce que vous ne pouvez pas vouloir une chose et faire exactement le contraire. Depuis le déclenchement de cette crise, on dit aux uns et aux autres que la seule solution, ce sera le dialogue. Il faut un dialogue inclusif, qu'on s'asseye. Et quand on demande de s'asseoir, on crée des mesures purement cosmétiques pour impressionner la communauté internationale. Commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Après, on vous dit qu'on a créé la commission des désarmements, réinsertion et autres. On vous dit qu'on a créé ces commissions-là. Uniquement parce qu'on ne souhaite pas que la communauté internationale puisse mettre le nez dans nos affaires. Jusqu'ici, là, ça marche. Mais seulement, il faut bien qu'on se le dise. Les FARC en Colombie, plus de 40 ans de guerre civile, ça n'a plus été résolu. Finalement, il y a eu un début de solution qu'après que les uns et les autres se soient assis. Les guerres ne peuvent pas se résoudre seulement avec les armes. Même lorsqu'on aura peut-être réussi à taire de manière définitive les sécessionnistes, il faudrait qu'on s'asseye sur une table. Mais il vaut mieux qu'on puisse préserver au plus tôt les vies humaines, parce que chaque vie camerounaise qui se perd est une vie de trop. Donc il faut absolument qu'on se réunisse, qu'on soit autour d'une table, qu'on décide, qu'on propose des solutions, qu'on écoute les gens. C'est vrai. On peut parler aussi. Le gouvernement fait des efforts. On est à la fin de l'émission. Oui, le gouvernement fait des efforts, on ne va pas le nier. Mais seulement, les efforts ne sont pas ceux qui sont attendus par les populations. Il faut absolument qu'on puisse apporter les mesures efficientes pour résoudre le problème de manière durable. Justement, un mot, Maître Pincy, pour sortir de cette émission, que faut-il faire aujourd'hui, au-delà de la rentrée scolaire qui préoccupe
les parents, il y a le problème de la crise anglophone qui persiste. Il y a une assemblée générale de l'ONU qui va se tenir et certaines ONG appellent déjà l'ONU à intervenir en tant que médiateur et garantir le dialogue inclusif tant attendu. Il faut un dialogue, mais je dois dire aussi que ceux qui refusent que les enfants aillent à l'école et qui sont ces voyous dans le nord et sur le sud-ouest, ces criminels, il faut un national législatif pour les faire condamner. Parce que empêcher aux enfants d'aller à l'école pendant 3 ans est quelque chose qui n'existe dans aucun pays au monde. C'est inacceptable. Donc, et je voudrais également rajouter quelque chose qui me paraît infiniment grave. Ce n'est pas parce que le président va parler ou va aller dans le nord et sur le sud-ouest que ça va s'arrêter. Je crois tout simplement que ça nous concerne tous. Cette affaire-là, dans le nord et sur le sud-ouest, nous tous, il ne faut pas rallumer les braises. Il faut que ça s'arrête. Oui, c'est parce que ça nous concerne tous qu'il va falloir aussi que ceux qui nous gouvernent écoutent les avis des autres. Voyez, parce que aller à l'école, tout le monde est d'accord, il faut aller à l'école, mais maintenant, est-ce qu'on doit aller à l'école au péril de sa vie? Je pense que la réponse, elle est non. Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour aller à l'école sans mettre sa vie en péril? Tout le monde sait, peut-être... Si vous avez la solution... Oui, ce n'est pas compliqué. La solution, c'est que même l'amorce d'un dialogue va conduire à un cessez-le-feu. Et dans le cessez-le-feu, les gens vont aller à l'école, c'est pas compliqué. Merci, messieurs. Maître Emmanuel Princy d'être venu sur ce plateau. Merci Edmond Kamia d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs, Maître Ngwana et Maître Sikati d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.